tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle et désolé pour ce petit retard dû bien sûr au Tour de Croatie. Voilà, on fera moins long et pourtant on a tellement de choses à dire, notamment sur la Ligue des Champions avec toute la bande, avec Greg Hacher. Ça va Greg? Salut Estelle, je me dépêche, bienvenue. Merci. Là on va tracer. Dave Apadou, salut. Salut Estelle, on enchaîne. Bonjour Fabien. Qu'est-ce que ces gens qui pédalent lentement là? Ben oui, je sais, bah oui. Trop de un peu quoi. Raphaël Sebaoun, salut. Bonjour. Allez vite. Comment ça va Eric Sébastien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Pareil, ça va bien. Allez, à la une de l'équipe d'Estelle, on speed. De Lyon, 2-0 hier face à Leipzig. La saison de l'OL est-elle enfin lancée? Silvinho a-t-il sauvé sa tête? Toujours aucun point pour Lille en Ligue des Champions après sa défaite face à Chelsea, 2-1 hier. Est-ce logique ou décevant? Vous retrouverez le baromètre de la Ligue des Champions avec les tops et les flops de cette deuxième journée. Enfin, Olivier Giroud dans la liste de Didier Deschamps malgré un temps de jeu quasi nul. Est-ce une injustice? On en débat avec toute la bande. Mais avant cela, on va commencer avec la belle victoire du jour et c'est celle de Lyon. Après 7 matchs sans victoire, les Lyonnais se sont relancés hier en battant Leipzig, deuxième du championnat allemand, Raphaël. Exactement, on va aller voir cette première victoire lyonnaise de la saison en Ligue des Champions. Ça a bien démarré, la 11e minute, avec un but de Memphis Depay. Regardez, il trompe le gardien de Leipzig. C'est à la 11e minute et puis la 65e minute de jeu. Regardez, un ballon rendu par Mukiele à Martin Terrier qui a été préféré à Moussa Dembélé. Eh bien, il marque le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Il jubile après la rencontre. Silvinho est sur ce deuxième but. Vous voyez, Lyon est deuxième du groupe à égalité avec le leader, le Zénith Saint-Pétersbourg. Et après le match, tout le monde était soulagé et heureux côté lyonnais. Écoutez. On a gagné à l'extérieur face à une super équipe. C'est une soirée dont nous pouvons être fiers. On en avait vraiment besoin, surtout vu notre situation actuelle. Et oui, c'était important de resolidariser tout le monde pour venir ici, conquérant, avec l'objectif de gagner en équipe. Au-delà de l'aspect tactique, technique, tout ce que vous voulez, on a fait les choses tous ensemble et voilà, sur toute la durée du match et c'est ça qui nous a permis de gagner tout simplement. Alors Lyon a-t-il lancé sa saison hier en battant Leipzig? Montrez-moi vos réponses. C'est surtout Werner qui a lancé la saison de Lyon. Mais c'est vrai qu'il est un peu raté. Dimanche, elle sera vraiment lancée. Donc après le derby pour Dave Apadou, oui. Grégory Hacher, oui. Et Vikash Dorasso, on sera dimanche. Même chose que pour Dave. Et puis oui, en Ligue des Champions en tout cas, pour Raphaël Sebaoun. Je vais commencer avec vous, Vikash. Oui, la saison est lancée. On a enfin vu le vrai visage de Lyon. Bah je l'espère, mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils avaient été solidaires, ils avaient été costauds, il avait fait beaucoup de changements l'entraîneur, surprenant. Après ils ont été assez chanceux quand même parce que Werner, ils ont eu beaucoup d'occasions les autres. Après je trouvais qu'aussi le choix des deux milieux de terrain défensifs devant la défense était vachement opportun. Ça a pu libérer Aouar et voilà, moi je trouve que Lyon, encore une fois, même si Aulas avait pris du recul, est capable de gérer ces moments qui sont compliqués. D'ailleurs, il est réapparu au bon moment. Il est capable de, voilà, il y a une union sacrée dans ces moments-là où Lyon montre quelque chose de très fort et à chaque fois ils s'en sortent assez bien. Moi, je suis sûr qu'ils vont gagner ce week-end contre Saint-Etienne et que ce sera lancé. Voilà. Alors vous avez parlé des choix de Silvinho, on va revoir la compo de Lyon, Raphaël, hier. Oui, des choix forts. Déjà, le choix du système, ça n'avait pas marché ce système face au Paris Saint-Germain, la défense à 5 avec Dubois, Koné, Marsal, Andersen et Marcelo. D'ailleurs n'était pas là, il était blessé. Et puis l'autre choix fort en attaque, c'est de mettre Martin Terrier plutôt que Moussa Dembélé aux côtés de Memphis Depay. Il a fait des vrais choix forts hier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est parti pour durer? Parce que c'est ça la question qu'on se pose aussi, Dave Apadou. Moi, j'ai la différence d'Eric qui attend de voir dimanche. Moi, je dis dimanche, elle sera vraiment lancée parce que je rejoins Vikash. Pour moi, ils vont battre Saint-Etienne. Avant, c'est du foot, on ne sait jamais. Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont les battre. Parce que Saint-Etienne va beaucoup plus mal que Lyon. Je le disais avant le match de Leipzig ici même. Donc voilà, moi, je pense que ça va durer. Parce que, en fait, ils ont gagné. Alors évidemment, il y a une grosse part de réussite. Mais on en discutait un petit peu avec Flo. Ouais, mais ils n'ont pas eu de chance non plus contre Nantes. Alors exactement, bon, bah, ça peut s'équilibrer parce que le match de Nantes, on peut le refaire 10 fois. Ce match, ils doivent le gagner. Donc ils n'avaient pas été vernis. Hier, ils ont été, c'est vrai, très chanceux, surtout en première période, je dois dire. Parce qu'après, en seconde période, finalement, voilà, plus le match avançait, moins on sentait Leipzig capable de gagner. Et ils ont gagné, je trouve, sur une vertu qu'on leur reprochait beaucoup. La solidarité, la combativité, l'esprit de corps. L'effort commun, les contre-efforts, etc. On peut parler de l'organisation. Moi, je suis persuadé qu'ils ont aussi gagné parce que tous, ils y étaient un peu plus. Parce que tous, ils avaient décidé, parce qu'ils étaient peut-être au pied du mur, parce que Vikash le dit, Lyon a cette capacité,
via Aulas, via l'histoire de ce club et la structure de ce club, à se remettre à l'endroit même quand ils sont dos au mur. Alors c'est vrai qu'hier il a fallu un coup de pouce, il a fallu que Werner y mette du sien, mais malgré tout moi j'ai l'impression quand même qu'ils ont déclenché un truc, et c'est vrai que l'enchaînement que moi j'imagine fort probable, Leipzig et Saint-Etienne, avant la trêve internationale, si tu veux, qui te permet de respirer, je suis persuadé que ça va les remettre à l'endroit. Oui, mais l'interrogation demeure du coup, Dave. Moi, je suis assez d'accord. J'ai dit on saura dimanche et je pense en effet qu'ils vont battre Saint-Etienne. Mais là, c'est Ce sera idéal. peut-être le premier match de Puel, attention Non, mais quand là, même. c'est idéal comme contexte pour solidifier tout le monde, pour avoir ce collectif, pour avoir tout ça. Ce sera pas toujours des matchs comme ça. Et moi, j'ai quand même des interrogations. Est-ce que Lyon va être dans le même état d'esprit que hier soir sur tous les matchs? J'en suis pas sûr. Un garçon comme Depay, il a couru comme il court 2-3 fois dans l'année. Oui, mais il courra aussi contre Saint-Etienne. Hein. Oui, mais d'accord. Mais c'est pour. Oui, mais après, la saison, elle s'arrête pas. Il se reposera contre Dijon. Est-ce qu'il va courir contre Dijon? Parce que la saison, elle était Eh ben, lancée. on mettra Dembélé. Non, mais la saison, elle était lancée après les 2 premiers matchs. Ils avaient gagné 3-0 à Monaco, 6-0 contre Angers. On les voyait champions de France. dur avec Depay, Dembélé, parce que c'était le futur meilleur buteur de la Ligue 1. Bon. Eric, je te trouve dur avec Depay, par exemple contre Nantes, moi j'ai trouvé vachement bon. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas forcément le même investissement collectif, la même Oui, mais il n'a rigueur pas la que même tu as sur un nonchalance match que l'an de Ligue dernier des non plus. Champions. Hein. Pardon? Il est beaucoup moins nonchalant Ouais, que moi, l'an je dernier. Il est trouve- plus impliqué. Moi je le trouve hein. vachement Oui, impliqué. j'ai dit Depay, mais je peux. Sur le pour terrain moi, comme en c'est toute dehors. l'équipe. Il, Ouais, c'est il vrai. est présent devant des micros, c'est pas anodin. Hein. Il a défendu son entraîneur. Voilà, il prend la parole Il a pour dû parler, lui pour promettre parler des trucs, football, Silvino. pour Oui, défendre mais son tu- entraîneur, Ouais, ça. pour défendre les choix et responsabiliser les joueurs. Moi, je le trouve beaucoup plus leader que Ce que je veux dire, c'est les qu'on années ne peut pas précédentes. affirmer que d'un point de vue collectif, cette équipe, elle aura le même état d'esprit qu'on a vu hier sur l'ensemble Je des mets matchs. pas mon qui vont PL venir. dessus. si Voilà. c'est ça. Attends un peu. Là. Et puis Un les petit choix peu, forts de ouais. Silvino, c'est pas la première fois qu'il faisait des choix forts dans la saison. Jusqu'à Oui, mais maintenant, là, ça a c'était un fiasco. marché. Là, ça a marché. Non, mais tout à fait. Donc il faut souligner que ça a marché, mais c'est pas parce qu'il a fait des choix forts qu'il a changé tout d'un seul coup que ça a marché, puisqu'il avait déjà tout changé les fois d'avant, et ça n'avait pas marché. Donc voilà, il faut attendre un peu quand même. En tout cas, Memphis Depay, il a joué dans l'axe, il était content et ça a fonctionné hier. C'était déjà pas mal hein, Il avait déjà joué dans l'axe contre Paris. à l'Olympique Lyonnais. Exactement, c'était le même système, hein, ça n'avait pas marché. Mais là, peut-être avec un peu plus d'implication, il a gagné beaucoup de duels, hein, 45% de duels gagnés, c'est beaucoup pour un attaquant. Il a été aussi chercher ses partenaires, 3 occasions créées. Hein, il n'a pas fait que tirer et tenter des choses en soliste. Et il a eu la meilleure note des Lyonnais hier, 8 sur 10 dans le journal de l'équipe. En tout cas, on sait que Jean-Michel Aulas avait fixé un ultimatum au duo Juninho-Silvino. L'ultimatum était fixé à dimanche soir, mais déjà, jolie étape avec cette victoire 2-0 face à Leipzig. Et hier, eh bien, c'est Léo Dubois qui a tenu à féliciter son entraîneur. Écoutez. Je pense qu'on n'a jamais lâché le coach. On l'a montré ce soir. On croit en son projet, on croit en son état d'esprit parce qu'il essaye de nous inculquer l'amour qu'il a pour le football. Et voilà, les choses ont changé au début de saison. On crache pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais on essaye aussi de marcher avec ce qu'on nous dit de faire cette année. Et oui, aujourd'hui, on a mis l'état d'esprit qu'il fallait et la victoire elle est pour tout le monde. Ils sont forts ces mots de Léo Dubois pour soutenir Silvino. Est-ce que Silvino a sauvé sa tête hier, Greg ? Je pense que oui. Moi, j'avais pas aimé, par contre, contrairement à ce que j'ai entendu, cet ultimatum, j'étais pas fan de cette sortie parce que la dernière fois que ça s'était passé comme ça, c'était avant le match de Rennes en demi-finale et ça avait évidemment provoqué l'inverse. Alors oui, c'est bien qu'ils reprennent en main. Effectivement, ça a été visiblement salvateur. Moi, je pense que oui, il a sauvé sa tête si elle était vraiment tant en danger que ça. Je maintiens ce que je disais vendredi, c'est qu'il y avait tellement pas d'héritage avant qu'il repartait, il devait partir d'une feuille vide. Voilà, avec un effectif amoindri. C'est mon opinion, je le maintiens même après ce match-là. Je trouve que c'est un peu réducteur de dire que l'OL a gagné parce que Werner a été maladroit, parce que c'est vieux comme le foot, qu'il y ait des Personne erreurs. n'a vraiment dit ça. Hein. Non mais bon, même moi je me suis amusé un peu à le tweeter en première mi-temps, ça fait partie du truc, mais ils ont quand même bénéficié certes d'erreurs, mais si vous voulez gagner au foot, forcément il faut qu'il y ait des erreurs. Là, elles étaient un peu plus visibles, puis une maladresse d'attaquant, ça peut arriver aussi Ça fait de beaucoup, temps en temps. non Ouais, mais bon, c'est ça aussi beaucoup de matchs. Flo, moi je trouve que Lyon hier, et c'est là où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit Eric, je trouve que Lyon hier, et donc Silvino, les choix forts qu'il a effectués, il y a un moment, quand tu effectues des choix, si ça marche pas, t'es coupable, ça a été le cas précédemment, ça marche. mais quand tu trouves une formule, tu trouves des joueurs, prenons l'exemple de Terrier par exemple, t'es excellent hier, Terrier. Si Depay a été bon, c'est peut-être aussi parce que Terrier a été bon, combatif, parce qu'il a pas juste Et c'était été fort bon. d'enlever Dembélé. Hein. Ben, c'était assez courageux, assez risqué même, il faut le dire. Terrier marque le but, Reine Adélaïde mais aussi. il fait des replis défensifs, il tacle, il se bat, ben voilà, les fameux états d'esprit. Donc il a vraiment gagné, je trouve, hier Silvino, beaucoup plus que s'il avait fait un simple match nul ou même gagné, j'ai envie de dire, avec la manière, parce que le côté où les joueurs vont le défendre, la façon dont Lyon a joué hier, ça en dit vraiment très long. Et c'est rare de voir des joueurs défendre comme ça leur entraîneur quand même, Vikash.
Oui, ça arrive. Hein. Ouais, mais là, enfin, il a mis le paquet quand même. Il a peut-être gagné avec les choix forts qu'il a fait, le respect de ses joueurs, la confiance qui était un peu abîmée ou pas. Voilà, il y avait les joueurs comprenaient pas ce qui se passait et ils croyaient peut-être pas à ce type-là. C'est un jeune entraîneur et là, il a réussi. Ça paraît très risqué hein, avec des changements de joueurs, un changement de tactique. Et là, il y a peut-être quelque chose qui s'est enclenché. Si jamais ils perdent derrière, il pourra renvoyer la balle aux joueurs. Vous êtes capable de faire ça, vous me l'avez montré, et maintenant c'est peut-être vous répétez les erreurs dans l'an passé. Il s'est protégé et le message vis-à-vis de son patron, c'est que je suis un bon entraîneur, je peux faire des belles choses avec cet effectif. Mais les choix forts, ça traduit un courage. Vis-à-vis des joueurs, attention quand même, parce que Dubois, il y a 10 jours, il s'est interrogé pourquoi il n'était pas dans le groupe contre Brest. Hein. Bah, quand tu joues pas, tu t'interroges toujours. Non mais et on avait parlé. Et quand tu joues, tu t'interroges. Non mais est-ce qu'il y a eu une bisbille avec Silvino, tout ça? Donc là, évidemment, le scénario est bon. Ils ont gagné à l'extérieur, à Leipzig. Ils ont fait un dîner, je crois même dans la semaine. Soirée pizza. La pizza, ça relance toujours. Moi, j'ai relancé un couple avec une pizza et une 4 fromages. C'est très bien, mais bon. Ça reste quand même. Non, mais il y a quand même une forme de courage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des choix, et c'est vrai, là ils étaient payants, c'était dans un match. On va les rappeler les choix d'Eve. Hein. Voilà. Allez-y. Ah d'accord, non, on peut y aller, on l'a vu. Terrier à Dembélé, et puis derrière, il a remis une défense à 5, sachant que Denayer n'était pas là. Marsal était titulaire aux côtés d'Andersen, Marcelo. Il a mis Aouar, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, mais un milieu qui est organisé un tout petit peu différemment par rapport justement au match de Paris. Mais parce que tu as c'est pas le même adversaire non plus, on est d'accord. Paris est une équipe qui tenait mieux le ballon que Leipzig. Évidemment, c'est pas le même adversaire. Mais c'est vrai que il va falloir qu'il tranche aussi quelque chose. La question, quand tu as Dembélé, Depay, intrinsèquement, c'est plus fort que Depay, Terrier. Mais ils sont à 1+1, alors que je pense que Depay, Terrier, c'est plus compliqué. La victoire, elle calme tout le monde. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Dans le vestiaire, tu peux rien dire ce matin. Juste Vikash, on a parlé un peu de la soirée pizza. Ça marche vraiment. Non mais c'est vrai. Non, mais j'ai Vous tellement faisiez fait soirée ça. merguez en 2006. Mais... Oui, on faisait ça souvent, mais bon, après les victoires. Hein. Mais oui, on a souvent fait ça au Havre, notamment quand on était en relégable, ce qui arrivait très souvent. Vous faisiez souvent la pizzeria. On faisait des stages commando, ce genre de choses, et c'est vrai qu'on n'est jamais descendu. Et avec l'OL, on a fait une fois, c'était à Sochaux, avant le match, on a demandé à Paul Le Guen, voilà, est-ce qu'on peut, tu peux sortir, c'était à la causerie d'avant-match le matin. On a discuté entre nous, on s'est dit plein de choses et on a perdu. Il manquait la pizza. À partir de ce jour-là, honnêtement, on a gagné tous nos matchs. C'est reparti le match d'après. Mais c'était important, on était aussi âgés, on avait beaucoup d'expérience et il a compris qu'il fallait qu'il nous donne un peu d'autonomie. Il a été super, hein, Paul. On peut dire un mot sur Marcelo qui s'est fait détruire la saison dernière où c'était complètement mérité. Il avait été plutôt pas mal l'année d'avant. Hier, il a été. C'est le Marcelo d'il y a 2 ans. Voilà. Si lui revient à ce niveau-là, ça va aussi aider. Et Lyon a un super gardien quand même. Parce que hier encore, il a fait des arrêts. Marcelo, s'il fait une saison sur 2, l'année prochaine, il sera pourri. Oui, mais ils l'auront vendu. Question, est-ce que Silvino doit reconduire exactement le même 11 face à Saint-Etienne ou est-ce qu'il doit encore faire des changements? Le problème, c'est que contre Leipzig, ils savaient qu'ils n'auraient pas la balle, très peu, quasiment pas. Et contre Saint-Etienne, c'est l'inverse. Le rapport de force fait que Lyon aura la balle. Donc forcément, c'est pas la même animation. Puis attention, il a une gestion de groupe. C'est-à-dire que tu as des joueurs, je pense par exemple qu'un Moussa Dembélé, c'est quand même un très très fort joueur et tu peux pas te dire désormais je fais sans lui. Il va falloir, et ça c'est le boulot du coach, il va falloir que dans cette formule là qui a été gagnante dans ces circonstances ce jour-là avec cet adversaire-là, il va falloir qu'il soit capable de trouver une formule avec tout le monde et qui concerne le maximum de joueurs possible. Oui, c'est compliqué de dire à Martin Terrier qui a marqué en plus hier, écoute, c'était vraiment sympa, cette petite tige. Mais il peut le mettre sur un côté, revenir à un 4-3-3 et mettre Terrier sur un côté. Ça veut dire à gauche. Parce que je pense que tu auras une animation moins conservatrice que contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne, c'est Lyon qui va faire le jeu. C'est plus facile de mettre Terrier sur le banc que Depay. Oui. Il y a des statuts. Déjà, il peut être content d'avoir joué, quoi, Terrier. Puisque tu disais, remercie son entraîneur. Tu vas entraîner le groupe puisqu'ils ont gagné, donc du coup ça va penser beaucoup de play et ils vont se dire tiens il est dans le vrai, on va avoir envie de le suivre et même si je joue pas ce match-là, je jouerai peut-être le suivant. Voilà, le problème c'est plus pour Traoré. Les joueurs, on a du mal nous joueurs à imaginer qu'en fait il n'y a pas le match d'après, quoi. Il y a plein d'autres matchs. C'est difficile pour nous. Pour nous, il y a toujours le match d'après qui est le plus important. On veut jouer. Alors je voulais vous montrer quand même quelques tweets parce que Jean-Michel Aulas a repris Twitter. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. Comme par hasard. Quand Lyon gagne, bim Twitter. Et alors hier ça a été assez savoureux.
vous, Raphaël. Il a tweeté alors à 2h du matin, un peu plus de 2h du matin. Bon, il a mis l'article qu'il y avait sur le journal L'équipe. L'OL réalise un gros coup, etc. Et il dit j'attends avec impatience l'analyse et la méchanceté de Vincent Duluc sur la qualité du coaching de Silvinho et du management de Juninho. Eh bien tiens, Vincent Duluc a répondu sur Twitter toujours un plaisir de rendre service. Et alors il y a un tweet qui nous a amusé. Alors pour traduire un petit peu ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, nos amis de Winamax, regardez, ils sont amusés à faire un faux compte Jean-Michel Aulas qui dit alors Vincent, on l'entend moins ta grande. Mais cela dit, je pense que Vincent est ravi d'avoir pu relancer un grand club français. Oui. Et c'est grâce à Vincent. Si à chaque fois qu'on peut dire un truc comme ça derrière les clubs français gagnant en Ligue des Champions, on va y aller plus Il aime bien méchamment, s'appuyer sur Vincent Duluc pour passer ses messages. Il adore. Non, mais là, le génial, c'est qu'il défonce Vincent et le lendemain, il donne une interview. Mais oui, ça c'est Jean-Michel Aulas qu'on adore, évidemment. Juste un petit mot sur Reine Adélaïde. Il était censé être un peu le meilleur joueur lyonnais depuis le début de la saison. Hier, il n'était pas titulaire. Est-ce que c'est le grand perdant de la soirée? Je suis pas sûr parce que Thiago Mendes c'est peut-être pas le joueur qui a le plus. Il n'a pas été très bon hier. Il n'a pas été exceptionnel hier. C'est Touzard qui a repris une place incroyable parce que c'est vrai que c'est un besogneux auquel on pense pas au départ, mais voilà, comme les Matuidi, comme d'autres, et ben dans un équilibre d'effectifs, ce sont des garçons qui sont hyper importants et le travail de Touzard hier soir il est énorme. Je serais pas étonné peut-être qu'on voit Reine Adélaïde justement ce week-end en championnat. Peut-être que c'est Mendes qui va faire les frais un petit peu d'un léger turnover dans ce 11. Ouais. Donc Reine Adélaïde il vient à peine d'arriver. Il était à Angers l'année dernière. Il est à espoir. Enfin, il a joué quand même pas mal de matchs. On l'a vu. Enfin, il va être dans le turnover sans problème. Il va pas s'énerver après un match, quoi. Alors le prochain match de Lyon, bien sûr, c'est un gros match. C'est le derby face à Saint-Etienne. Raphaël, ça donne quoi Silvinho dans les gros matchs pour l'instant? Justement, on peut peut-être parler d'un match référence hier pour Silvinho quand on prend un petit peu les notes du journal L'équipe. Quoique, souvenez-vous, première journée de Ligue 1, Lyon avait gagné à Monaco 3-0. Il a eu la note un gros match. 7 sur 10. Oui, mais Monaco, on pense que c'est un gros de Ligue 1. Voilà. On pense à ce moment-là. Mais il avait raté ces deux gros matchs, on va dire, face au Paris Saint-Germain, le champion de France, avec son système qui n'avait pas fonctionné. Et puis également la première journée de Ligue des Champions, c'est à domicile également beaucoup, 4 sur 10. Et puis, moi je pense que Nantes c'est un gros match. Quand on voit le classement des Nantais actuellement, ils le perdent un peu malheureusement. Enfin, Lafont fait un match incroyable. Contre le PSG, il prend quand même un exploit venu à la dernière minute de Neymar. Et contre le Zénith est bien. Là, on l'a vu hier en Ligue des Champions aussi. Donc, le problème c'est qu'il faut accepter l'idée que Lyon ne va jamais jouer en fait. Enfin, parce que contre le PSG ils n'ont pas joué. Oui, mais c'est trop fort peut-être pour eux. Oui, non mais hier, le scénario est favorable, mais en termes de jeu, on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de jeux. Donc non mais il y aura peut-être vraiment beaucoup de prudence dans les gros matchs. Il faut pas s'attendre à avoir un Olympique Lyonnais acteur dans les gros matchs. Pas le même que celui de l'année dernière. Si ça gagne, c'est pas grave. Je veux dire, ta tactique, voilà. Mais bah écoutez, on verra ça en tout cas dimanche. Dans le derby face à Saint-Etienne. Dans un instant, on parlera d'Olivier Giroud, la liste de Didier Deschamps. Olivier Giroud est dans cette liste alors qu'il n'a joué que 18 minutes cette saison avec Chelsea. En tout cas, depuis le mois d'août. Qu'est-ce que c'est injuste ou pas? On se posera la question, mais tout de suite, voici Pierre-Antoine Damecourt, c'est la petite lucarne. Venez Pierre-Antoine, ne soyez pas timide. Je ne suis pas... Ah, la marche est de retour. Quelle tricheuse. On peut mettre des talons, non? Mal au pied. Je voudrais bien vous voir 2h15 avec des talons. Non, mais c'est vrai, Estelle est fatiguée, elle est crevée, parce qu'elle passe des journées, elle se lève à 6h, elle prépare l'émission, elle bosse toute la journée, elle ne prend même pas de pause pour déjeuner. On l'a suivi un peu dans sa journée de travail cet après-midi. Oh non, mais arrête, regardez là, ça bosse très dur avec France Piron, elles sont en train de bosser, mais comme des folles. Ah, c'est quoi? Arrête. Le calendrier des dieux du stade. Ah, non, ouais, c'est vous décryptez les matchs, quoi. Évidemment, donc la première partie de l'émission, ça va... Deuxième partie de l'émission, ça va être un peu comme ça. Et la troisième, on va se dénuder un peu en fin d'émission. Ça va, on a le droit de parler rugby quand même, c'est fou. Évidemment, on a le droit de parler rugby. On parle tactique. Voilà, alors non, Raphaël, je suis désolé. Vous n'êtes pas dans cette édition des Dieux du Stade. Vous avez pourtant envoyé votre candidature, mais il faut encore bosser. Raph, la candidature, non, ça allait pas. Hein. Si. Ouais. Non mais vous rigolez, je suis bien plus grassouillé que ça en plus. J'ai des bourrelets et tout au niveau du bide. Bah très bien. Il a du bide, il mange. Allez, on attaque notre tour des terrains, c'est le dernier de la semaine. Alors déjà. Ouais, on part en Championship anglaise. Regardez, hier soir, Bristol a affronté Brentford et il faut pas trop chercher Jack Hunt. Paf, allez tiens. Derrière ils sont choqués. Ouais. Bah, les deux ont eu un jaune. Hier, on a trouvé d'où venait la double retournée d'Olivier Tom. En fait, elle vient de Thaïlande. Mais arrête. C'est un truc de ouf. J'adore. C'est les frères d'Eric. Mais oui, ils étaient forts. En foot amateur, ce joueur en jaune a clairement écœuré son adversaire du jour. Je peux vous dire qu'il est pas prêt de retoucher un ballon là, alors qu'il est en boule sous sa
comme vous y allez. Pendant ce temps-là, nous montre qu'on peut jongler avec une Lamborghini. Voilà, si vous voulez le faire, Estelle. Quel intérêt? Regardez, en déplacement à Valence hier, Quincy Promesse a rafraîchi Hakim Ziyech. Apparemment, il a pas trop kiffé. Voilà, tiens. Ouais. Bah alors, c'est de l'eau. Ça le fait marrer. Lynn Taylor des Tampa Bay, lui aussi s'est fait piéger par l'œuf. Et enfin, le Quicksilver Pro a commencé jeudi à Osgore et le français Jérémy Flores régale déjà. Allez, et ça sort. Il est sorti du tube. Là. Du tube, oh, il se tube, là, ça part. Ça souffle offshore chez Rafou un peu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic qui fête ses 38 ans et du coup, nous lui avons trouvé un petit sosie d'anniversaire, Estelle, ouais. C'était ce week-end en Argentine, alerte sosie. Regardez, il est là en tribune. Allez, on se retourne. Mais non. C'est incroyable. Je crois qu'il voulait jouer à Boca. Eh mais c'est l'autre à côté. Il ressemblait à le numéro 6 du Real à côté. C'est vrai. Casemiro. Non, ouais. Nacho. Non, Ah, Nacho. C'était une belle chute. Allez, Il fallait le passer tout de suite. On enchaîne. Eh ben on reste en Amérique du Sud, figurez-vous. On va prendre des nouvelles de Diego Armando Maradona, coach du Gimnasia La Plata. Les temps sont durs. Pour Diego, on va pas se mentir, il est toujours dernier du classement. Et manque de peau, il a affronté le premier du classement. Donc un peu difficile face à Boca Juniors. Ils sont derniers avec 1 point au 8 matchs. Mais Diego, regardez, toujours un dieu quand il arrive. Il y a des photos de lui partout. Diego salue la foule. Et vous allez voir, on a remarqué que Diego, il a pas trop envie de parler sur le banc. Il sait pas trop quoi dire. Il répète ce que dit le coach adjoint. Ok. Voilà, en fait, il répète. Bon, bah, je vais dire la même chose. Allez. Et voilà, et malheureusement, Gimnasia a encaissé un but assez vite. Voilà, il était très content. Gallardo était content et Diego était au bout du rouleau. Il s'est énervé, comme il sait bien le faire. Ouais, il a failli rentrer sur le terrain. Petit mot doux, et voilà. Donc ils ont perdu. Et ce qui est génial, c'est que Diego, quand il donne une interview, vous savez, après un match, on reste devant le panneau des sponsors. Et lui, il s'en fout. Il marche. Du coup, regardez, le gars derrière, il est en galère ultime. C'est déjà bien qu'il Allez, hop là, ouais, je n'arrive plus à te suivre, Diego. Bon, du coup, à la fin, il s'est barré, hein, il n'en pouvait plus. Allez, hop, je me casse. Je n'arrive plus à te suivre. Voilà, on prendra des nouvelles de Diego tout au long de la saison. C'est pas facile, on espère qu'il va un peu monter. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est top titre. Bien, génial. Et jeudi. Et c'est jeudi, on en a un peu plus. Alors, on vous l'a mis quand même. C'est le déstockage. On commence, on va se chauffer avec quelques titres. C'est parti. Ce matin, dans l'équipe, un petit classique. Suarez, encore mordant. On a eu aussi Cédric Joly. Jolie surprise, champion du monde. Ah, voilà. Jordan Seconds. Pas une seconde à perdre. Et la catastrophe, voilà pour le déstockage. Maintenant que vous êtes bien chaud, on part pour le top titre. Le top 5, c'est parti. Ok. Ah oui. Et numéro 5, quand Luke Thompson sort un match de folie face à l'Irlande, l'équipe nous offre un titre de marque avec Thompson crève l'écran. Si les téléviseurs... Ah, mais oui. Elle l'a bien sûr. Numéro 4, nous avons 2 ex-aequo cette semaine avec la victoire de Donovan Brazier. Brazier attise le feu. Et pour la première fois, une vanne qui a été faite hier en conf, souvenez-vous. Tu dirais que ça y est, t'as rongier ton frein sur... Voilà, super. Et ben on l'a retrouvé ce matin dans l'équipe. Allez, Rongier sans frein. Numéro 4, bravo les mecs. Sur la 3e marche du podium, on retrouve non pas du charabia, Estelle, vous allez voir, c'est exquis, mais du sarabia. Si. J'ai mis un peu de temps. Ouais, moi aussi. Il est technique. Il est technique. Numéro 2, quand il est un le peu talonneur du 15 de France, Kamisha, galère avec ses touches, ça nous donne en touche, ça va pas. Mais c'est efficace. Ça marche. Et moi, la première, je l'ai attendue pendant tout le mondial de volley. Personne n'a osé la faire. C'était sur Stéphane Boyer, une graine de star. Ça marche que chez les 40. Ouais, les jeunes ne l'auront pas. C'est Laurent Boyer qui animait Graine de Star. Ce week-end, il y a du catch sur la chaîne Équipe et on se quitte avec une grosse prise de catch. Arrête.
Non, tout va bien. Mais là, ils sont trompés. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Vous regardez pas assez. Ah, il faut qu'on regarde. Là, c'est plus que d'habitude. C'est à quelle heure samedi, Samedi, mais non, mais samedi, il n'y en a pas parce qu'il y a Estelle Mosley. Ah bah oui. C'est ballot. Excellent lancement. Et oui. On bosse sur la même chaîne ou pas? Non, mais oui, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'était pas. Samedi prochain. Excusez-moi, c'est une Non, habitude. samedi d'après, il y a du foot. Bah écoutez, Je vous préviens, je vous enverrai ça. vous nous direz quand on passera à l'antenne et on fera un petit quelque chose. Des cacahuètes, quelque chose. Non, C'est fini? Bah oui, il est fini, c'était Eh bon. ben, au revoir, Pierre-Antoine, merci. Et bon week-end. Je bosse demain, mais en Tu parles. Allez, on retrouve la petite lucarne évidemment lundi à 18h10 et merci aussi à Béric, Pierre-Louis et Kevin Juvin qui préparent la petite lucarne chaque semaine avec Pierre-Antoine Damecourt. Dans un instant, on parle de la liste de Didier Deschamps. Il y a Olivier Giroud dans cette liste. Est-ce que c'est injuste? Parce qu'Olivier Giroud ne joue quasiment pas avec son club depuis le mois d'août. Et puis, on parlera également d'Antoine Griezmann. Ça ne va pas pour Antoine Griezmann. Il n'a pas marqué hier avec Barcelone et il a été assez critiqué. À tout de suite. On va parler Ligue des Champions, évidemment, avec Lyon. On parlera d'Antoine Griezmann dans un instant. Vous aurez également le baromètre de la Ligue des Champions avec les tops et les flops de cette deuxième journée. Mais avant cela, l'actualité, c'est également l'équipe de France. Liste de Didier Deschamps, tout à l'heure à 14h pour les prochains matchs des Bleus, face à l'Islande et face à la Turquie en éliminatoire de l'Euro 2020. Et dans cette liste, eh bien, il y a notamment Olivier Giroud et puis quelques retours. Oui, des retours au poste de gardien de but. Steve Mandanda fait son grand retour en équipe de France. Il n'y a pas Mike Maignan, il accompagne Areola et Loris. Un retour, un défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Au milieu de terrain, Pogba est blessé, on vous le rappelle. Il y a le retour tout de même d'N'Golo Kanté qui a joué avec Chelsea face à Lille hier. Retour de Kylian Mbappé qui n'était pas là au mois de septembre. Jonathan Iconé est toujours dans cette liste. Et puis aussi Olivier Giroud qui joue très peu avec les Blues. Eh bien, il est toujours appelé par Didier Deschamps. Voilà, Olivier Giroud qui n'a joué que 18 minutes avec Chelsea depuis le mois d'août dernier. Écoutez les explications du sélectionneur Didier Deschamps. J'enlève pas à Olivier ce qu'il a fait avec nous. Et il reste sur des très bonnes performances et une efficacité qui en fait de lui le 3e meilleur buteur français en activité. Sur les 7 derniers matchs, il a marqué 4 buts. Mais je souhaite que cette situation puisse évoluer. J'ai bien conscience que ça tient beaucoup à ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant avec nous, mais au-delà du fait de cette efficacité, après c'est retrouver un joueur, même s'il y a un match ce week-end, avant la liste, après c'est une question de rythme aussi, et là il a eu des passages où son temps de jeu était réduit, même s'il y avait des coupes nationales ou l'Europa League comme la saison dernière où il avait un temps de jeu malgré tout assez suffisant. Là, c'est quand même insuffisant sur le plan athlétique parce qu'il ne peut pas être à son meilleur niveau en n'ayant pas un minimum de temps de jeu. Rédhibitoire, je ne vais pas prendre de... Je n'ai pas besoin de lui faire passer un message. On a eu des gens à discuter. J'espère que vous n'aurez pas à me poser cette question dans un mois, mais aujourd'hui, je l'ai pris. Je ne vais pas vous assurer, j'assure à personne. Je ne sais pas ce qui se passera dans un mois aussi, mais j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Ouais. Alors, Giroud appelé par Didier Deschamps, est-ce que c'est injuste ou pas? Montrez-moi vos réponses. On ne change pas une équipe qui gagne et un Giroud qui ne joue pas. Pour Flo Gazan, tant qu'il marque en bleu. Pour Deva Padou, non. Enfin, pas encore. Nuance, Grégory Hacher. Oui, c'est injuste, Vikash Dorasso. Non pour Eric Silvestro et non pour Raphaël Sebaoun. Bah tiens, je vais commencer avec vous, Deva Padou. Tant qu'il marque en bleu, il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Ah bon. Non, mais on entend Deschamps, et c'est une des premières fois où, de manière aussi explicite, effectivement, il pointe la limite maintenant de cette espèce de cas, de paradoxe absolu. Je pense que c'est unique, d'ailleurs, à ce niveau-là, aussi longtemps, d'être en décalage autant entre ce qu'il produit en bleu et évidemment son côté titulaire, indiscutable, etc. Et le fait que depuis plusieurs saisons, de manière récurrente, et plus ça va,
il est considéré comme un remplaçant. Il n'est même plus numéro 2, il est numéro 3 à Chelsea. Derrière Batshuayi Batshuayi, il est passé devant. Et attention, non mais je veux dire, devant lui, c'est pas Suarez, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est Abraham et Batshuayi. C'est-à-dire qu'il est numéro 3 derrière de mecs qui sont quand même pas des top joueurs. C'est propre, comme ça. C'est propre, mais ça reste un joueur de 19 ans, 20 ans qui joue en Championship l'année dernière. Donc voilà, t'es quand même remplaçant de ce mec-là. Alors il fait le job et tout. Et je dis que tant qu'il marque en bleu, ça le sauve, parce que quelque part, ça permet à Deschamps de justifier le fait que, malgré tout, il se sent plus confiant, plus confortable, plus structuré dans son jeu, et par rapport à ces deux autres attaquants qui sentent mieux avec Giroud que sans lui. Voilà, on a vu quand ils ont fait la Coupe du Monde, le premier match il n'y avait pas Giroud, ça a été un bazar sans nom. Il est vite revenu à des fondamentaux. Tant que Giroud lui donne satisfaction, il a rappelé quand même ses stats pour dire regardez, je le prends pas, c'est pas juste un poteau, un totem autour duquel on s'articule. Il produit quelque chose en bleu, donc ça passe. Tant qu'il a ça, il peut le tenir. Mais on sent bien que ça tient de plus en plus à pas grand-chose. Et depuis le Mondial 2018, parce que le Mondial 2018, il n'avait pas marqué Olivier Giroud, mais quand on prend le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France après cette Coupe du Monde, vous voyez que c'est le meilleur buteur avec Antoine Griezmann et avec Kylian Mbappé. Donc en équipe de France, son travail, c'est de marquer des buts et il fait le job. Mais Vikash Dorasso, est-ce qu'un joueur qui ne joue quasiment pas avec son club, on l'a dit 18 minutes depuis le 24 août dernier, est-ce qu'un joueur comme ça peut être performant encore avec les Bleus? Il y a bien un moment où ça va manquer de rythme. Est-ce qu'il peut être titulaire avec les Bleus contre la Turquie ou encore contre l'Islande? Moi, je pense que oui, vu le jeu qu'il a. C'est un joueur d'appui, de surface. Je pense qu'il a aussi des très grands joueurs avec lui. Il est, je veux dire, beaucoup d'avant-centre avec cette équipe-là, marque à des buts. Même beaucoup plus peut-être, et dans des plus grands matchs. Il joue contre des équipes qui ne sont pas très fortes. Dans le groupe, c'est pas très fort. Et à la Coupe du Monde, quand c'était plus fort, il n'a pas marqué. Il est à vie lié à l'histoire de l'équipe de France. Donc si on réfléchit à ce qu'a dit Deschamps, il est à vie en équipe de France. Puisque, à vie, c'est long, mais toute sa vie, il a été champion du monde. Quand il ne marquait pas, il y jouait. Et aujourd'hui, il marque, mais il ne joue pas dans son club. Moi, je pense qu'il peut continuer à le prendre. C'est vrai que c'est la première fois qu'il dit que ça devient peut-être un problème. Mais moi, je pense qu'on joue parfois trop. Là, lui, pour le coup... lui, il est impeccable. Il n'y a pas une goutte de transpiration. Même son gamin peut jouer plus. Il arrive en forme, peut-être. C'est peut-être bien aussi. Mais est-ce que c'est injuste, quoi? Moi, je trouve pas ça injuste parce que, comme le dit Deschamps, il y a un côté service rendu à la nation, mais qu'il est obligé maintenant d'expliquer, alors qu'avant... Platini aussi, il a rendu des services. Oui, mais Deschamps, avant, ne le disait jamais, ça. C'est-à-dire qu'il prenait Giroud, point, il disait regardez ses stats et point barre, et en plus il joue quand même un peu en club. Maintenant, il est obligé de mettre en avant ce statut de service rendu à la nation et des buts marqués pour l'équipe de France pour continuer à dire qu'il le prend. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution dans son discours. D'un autre côté, il n'y a pas non plus pléthore de solutions, surtout avec ce profil. Il y a toujours cette histoire de profil qui le sauve, avec un joueur grand, pivot, physique. Il y a Ludovic Ajorc, mais bon. Oui, mais qui ne fait pas une grande saison non plus. Sébastien Haller. Et alors par contre, en histoire de rythme, là où il va y avoir un problème, c'est que là vous avez un enchaînement de 2 matchs Islande-Turquie. 2 gros matchs. Avec une incertitude, on en parlera peut-être plus tard, autour de Kylian Mbappé et de sa cuisse. Ce qui veut dire que si Kylian Mbappé n'est pas apte à jouer au moins la Turquie, parce que l'Islande, à mon avis, ça sera trop court, ça veut dire que Giroud peut potentiellement devoir débuter, voire jouer 2 matchs entiers de qualif. Il y a Ben Yedder, hein. Oui, mais Ben Yedder, ça veut dire titulaire de Ben Yedder contre la Turquie. Il vient de marquer 2 buts. Enfin, voilà, oui, mais moi, comme vous, je veux bien avoir Ben Yedder titulaire, mais c'est pas dans la culture de Deschamps de lancer Ben Yedder titulaire contre la Turquie dans le match le plus gros du groupe. Donc, est-ce que Giroud va être capable d'enchaîner un match contre l'Islande, d'accord, mais 4 jours après, rejouer un match de cette intensité contre la Turquie, ça peut être compliqué. Et juste, Eric évoquait le cas de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais info de notre confrère Arnaud Herman. Donc, incertain pour le match contre Angers et incertain également, donc ça peut peut-être avoir un lien avec Olivier Giroud, savoir s'il va débuter ou pas en pointe pour l'équipe de France. Il pourrait être également incertain pour le rassemblement de l'équipe de France. Donc il y a une interrogation également concernant Mbappé. Mais si je peux me permettre, évidemment que si Mbappé ne vient pas, il sera remplacé. Enfin, je veux dire, oui. Donc il y aura un autre attaquant qui va venir. Vous voyez. Exactement. Je ne sais pas lequel ça peut être. Pas un potentiel titulaire. Pas un potentiel titulaire. Par rapport au rythme, quand on arrive en équipe de France, en fonction de ce qui se passe en club, si on a trop joué ou pas joué, on vient différemment. Donc il y a une gestion qui est différente aussi. Il y a des joueurs qui viennent se reposer. Il y a des joueurs qui viennent pour récupérer et préparer le match. Et il y a des joueurs qui vont travailler pour préparer le match. Donc là, ils vont le faire travailler. Il manque de rythme. Il travaille à Chelsea de toute façon. J'imagine qu'il se prépare. Mais il n'a pas besoin de se reposer. Il y en a plein qui vont être en soins, qui vont être en décrassage. Ça peut suffire, allez, mettons 3-4 jours de préparation. Pour jouer un match, oui. 2, mais 2. Mais c'est un gros match. 2. Bah oui, donc mais il est capable c'est-à-dire de... quand tu joues jamais de l'année, tu fais 4 jours à plein pot.
Bah On se demande pourquoi vous jouez alors. Bah oui, moi. Faut bien, il y a le salaire, il y a les droits TV. Il n'a pas joué. Il a joué 18 minutes depuis le 24 août. Avec Chelsea. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que tu as des joueurs qui ont été blessés, une par demi-heure avec exemple, son fils aussi, qui mettent du temps à revenir quand tu as été blessé. Moi, j'entends avec intérêt ce que dit Vikash, qui a quand même connu ça. Quand tu as été blessé et que tu reviens, ça peut être compliqué. Quand tu as joué quand même, tu as fait toute une préparation foncière qui n'est pas si éloignée que ça du 3 octobre, que tu as joué quand même les 3 premières semaines. Et là, effectivement, tu es sevré de compétition depuis un mois. Tu n'es pas encore à zéro. Enfin, il me semble qu'il lui reste encore quelques petits muscles dans les papates. Olivier Giroud, plus des automatismes avec les joueurs de l'équipe de France. Mais c'est pas les muscles de match. Non, sans doute, mais en tout cas, pour un match et demi, ça devrait suffire. Pour un match et demi, ça devrait suffire. Vu effectivement les talents qu'il a autour de lui, il n'y a pas de raison de douter. Mais par contre, ce qui est sûr, pour répondre à votre question, et pour aller dans le sens de ce qui avait été dit par les copains autour de la table, c'est que s'il n'y a pas des ligaments croisés du côté des 2 attaquants de Chelsea, on souhaite de mal à personne, il va falloir qu'il envisage absolument, et c'est pas éventuellement, contrairement il y a un mois, c'est absolument un changement de club, et pas du niveau de Chelsea comme quand il était parti d'Arsenal, mais là, va pas falloir qu'il se nomme la Ligue 1, donc vous allez faire un tableau des clubs. Mais ils peuvent pas le mais vous laisser vous souvenez de partir. notre hypothèse de l'année dernière? Non mais oui. Il y a Bordeaux qui avait appelé Giroud, tout le monde rigolait. Mais il n'aura pas le choix à un moment donné, quel que soit Mais le club qui se présentera. ils peuvent pas le laisser partir puisqu'ils sont pas là de recruter. Si, Ils ont Abraham et Batshuayi. Ils peuvent laisser partir un joueur. Mais de toute façon, dans les derniers matchs de Chelsea, alors hier il était sur le banc, mais la différence encore par rapport à la saison d'avant, il se retrouvait sur le banc, il jouait que l'Europa League, c'est que vous voyez que sur les derniers matchs qu'il a disputés, il n'a même pas été retenu dans l'effectif. Là regarde, c'est au sens propre comme au sens figuré non retenu. Et non retenu en coupe de la Ligue anglaise contre Grimsby, qui est un club de division inférieure. Donc il n'était pas là. C'est trop fort pour lui, ça. Mais il a joué sans marquer. Enfin, je veux dire, il jouait titulaire sans marquer. Donc est-ce que l'équipe de France a besoin qu'il marque des buts? Il a besoin d'avoir Giroud qui est là en pivot, qui. Mais s'il n'y a pas Mbappé à côté. Mais pour peser, non mais on dit qu'il pèse sur les défenses. Il va peser, qu'il court pas. Il est grand, il est costaud. Oui, mais sauf que Griezmann ne fait pas la saison de sa vie. Et si Mbappé n'est pas là, derrière, Pogba n'est pas là non plus. Le truc, c'est que si vous avez Benzema qui est banni, Griezmann qui n'est pas la saison de sa vie, Mbappé qui est blessé, Giroud qui marque pas, évidemment. Il faut rappeler Benzema. Non, ce que je veux vous dire, c'est que c'est évidemment compliqué, mais ça serait pour toutes les sélections du monde. Voilà. La concurrence, justement, en équipe de France. Des joueurs qui pourraient, alors quand on enlève Benzema, etc., des joueurs qui pourraient un petit peu pousser vers la sortie Olivier Giroud. Alors il y a Ben Yedder qui a intégré le groupe France depuis maintenant quelques mois, qui a marqué au mois de juin et au mois de septembre face à Andorre 2 buts. On vous a fait une liste comme ça où il y a des joueurs qui pourraient être à un moment donné appelés. Moussa Dembélé qui a marqué 6 buts depuis le début de la saison. Un retour de la Casette, et puis après on peut aller chercher Sébastien Haller, ancien avançant de l'équipe de France Espoir qui a fait des bons débuts avec West Ham, ou encore Alassane Plea qui avait été appelé la saison dernière. Mais c'est vrai que finalement il n'y a pas que ça. Si tu fais le pas petit jouer, Marcus Thuram. si tu fais pas jouer Ben Yedder là, si par exemple, imaginons que Giroud il le considère pas apte, alors tu l'appelles régulièrement, tu le fais venir maintenant dans le club, alors faut plus l'appeler. Ah non, mais il sera pas titulaire. Qui? Ben Yedder. Non, pour ça qu'il fera jouer Giroud. Comment est Giroud? Sauf si Giroud peut pas enchaîner. Mais non, parce que Giroud, à partir du moment où il est apte, il va jouer. Il va jouer parce que les autres, c'est-à-dire les vrais, les stars de cette équipe qui sont Griezmann, théoriquement Mbappé, mais on ne sait pas s'il jouera, mais en tout cas Griezmann, qui est le patron quand même de cette équipe, en tout cas le patron de l'attaque et le patron technique de cette équipe. Griezmann, lui, est beaucoup plus confortable avec ce type d'attaquant autour de lui qu'avec un Ben Yedder, qui est un joueur fiant. Je suis pas en train de dire que Ben Yedder est par exemple, qui a fait des miracles lors des 2 derniers matchs. Mais Coman est un joueur de couloir. Je sais bien, mais franchement, voilà, vous avez aussi d'autres schémas. Sur la position du 9, je vous dis que Griezmann est mieux quand il y a Giroud. Je veux dire, il n'y a pas Giroud dans son club, il y a d'autres avançantes. On nous invente cette histoire que Giroud est indispensable à cette équipe. Il a été bien mieux avec Diego Costa que sans, il a toujours été bien mieux avec Giroud que sans lui. Dave, le scénario idéal dans la mesure possible, c'est qu'il joue 60 minutes contre l'Islande, que ça se passe bien, qui rejoue 60 minutes contre la Turquie. Moi, je pense qu'il peut pas jouer 90 minutes contre l'Islande et être titulaire ensuite contre la Turquie. Vous êtes des comptables. Vous êtes des comptables. Mbappé, à mon avis, même s'il joue pas contre l'Islande, il restera dans le groupe France pour éventuellement, s'il soigne correctement, pouvoir jouer contre la Turquie. Donc il va pas quitter le rassemblement des Bleus. En tout cas, Olivier Giroud a réagi sur sa situation aujourd'hui. Regardez ce qu'il a déclaré. L'avant-centre de l'équipe de France, tout le monde est logé à la même enseigne, même si on a un passé plus ou moins différent en équipe de France. Il faut être conscient de ça. Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection. J'espère que les choses vont évoluer quand même. Je ne perds pas espoir, loin de là. Mais je suis conscient de la situation. Ce n'est pas facile, mais on s'accroche. Et puis regardez également ce qu'a déclaré Lampard sur Olivier Giroud. C'est plutôt sympa, même s'il ne le fait pas jouer. C'est un bon gars. Mais c'est sympa quand même.
Mais regardez, ça donne espoir, voyez-vous. Tammy Abraham marque beaucoup de buts en ce moment. J'ai besoin de toutes les options pour la saison. Olivier est un professionnel fantastique et il le comprend. Chacun veut jouer, il aura sa chance. Nous avons besoin de lui. Il se comporte incroyablement bien dans le vestiaire. Bon, c'est vrai quand on dit qu'un joueur se comporte bien dans le vestiaire, est-ce que vous imaginez c'est très Frank mauvais. Lampard dire c'est quand même le moins bon des trois, je peux pas le faire jouer, il a pas le niveau. C'est impossible. Mais par contre, c'est très intéressant parce que lui et Deschamps sont d'accord. Il y aura forcément un départ s'il joue pas plus. C'est sûr. Alors, lui et Deschamps sont d'accord ? Pas forcément. Écoutez ce qu'a dit Didier Deschamps de manière assez ironique tout à l'heure en conférence de presse justement sur son homologue Frank Lampard. Je vais vous prendre un autre exemple, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais avec Lampard qui m'a appelé pour que je ne convoque pas N'Golo Kanté au dernier rassemblement. Que c'était mieux pour lui, enfin surtout pour lui, pour le joueur d'abord et puis pour son club. Oui, ça va, si c'est toujours dans ce sens, je pense qu'ils vont m'adorer. Tous les... Je vais peut-être l'appeler tout à l'heure pour lui dire ça serait bien que tu fasses jouer Olivier Giroud un petit peu. C'est bon ça. Petite question pour terminer sur Olivier Giroud. On disait il doit partir au mercato s'il ne joue pas. Ce serait quoi la destination idéale? Est-ce que la Ligue 1 ce serait bien parce qu'il serait visible? Regardez Ben Yedder par exemple qui est venu en Ligue 1 pour être plus visible. N'importe quel bon championnat où il jouera. C'est lui, ce qu'il lui faut là vraiment, c'est du temps de jeu. Sa valeur, elle n'est pas à établir. Giroud, c'est quelqu'un qui marque en sélection, c'est quelqu'un qui a marqué dans des grands matchs de Coupe d'Europe, meilleur buteur de Ligue Europa et buteur en finale, même en Super Coupe d'Europe encore cet été contre Liverpool. C'est pas un problème de valeur chez lui. Là maintenant, ça va être un problème de rythme et de maintenir quand même un minimum de. Bien sûr, c'est forcément une régression. Partir dans un club moins fort, moins réputé pour jouer, là, on est vraiment sur gratter du temps de jeu avec un salaire qui sera peut-être pas le même. Le seul objectif, c'est d'être à l'Euro. Et terminer sa carrière. C'est difficile de faire ce genre dans un de club choix. comme Everton ou Crystal Palace ou des choses comme ça, je veux dire, ça reste des champions. Non mais la Ligue 1 c'est bien. À côté de Koscielny. Ce sera mieux pour nous. Giroud devant, Koscielny derrière. La Ligue 1, Vous vous rendez pas compte comme c'est difficile d'accepter à un moment que tu dois aller jouer dans un club. Mais c'est ça où il n'y aura pas d'Euro, ça se trouve. Mais la Ligue 1, il va y avoir Là, il est en tribune. Attendez. Là, il est en Mais tribune. lui, il pense pouvoir retrouver sa place ou Il jouer pense, suffisamment. mais attends, il y a quand même. Il l'a souvent fait. Ouais, enfin. Rarement au club. Il est resté remplaçant à Chelsea, il est resté remplaçant à Arsenal. C'est quand même, pour moi, c'est un cas quasi unique. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'équivalent. Dans une sélection de premier plan, un titulaire aussi incontournable que l'est Giroud en équipe de France, qui est depuis combien maintenant 3 ans, 4 ans Dans une sélection aussi forte. Parce que Deschamps a toujours assuré sa place en équipe de France. Si demain Deschamps il lui dit là maintenant, soit tu changes, soit tu joues, soit tu viens. Je vois pas d'équivalent. Il changera. Bon, normalement c'était un tout petit débat, mais évidemment on a débordé. Ah, oui, mais le sujet Giroud c'est incroyable. Voilà, ça déplace les choses. Ça me passionne. Dans un instant, on parle de son copain Antoine Griezmann. Ça ne va pas très fort pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'attaquant français? Mais avant cela, toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir. Et on commence malheureusement avec le 0 pointé du jour. Pour Lille, en Ligue des Champions, 0 victoire en 2 matchs. Hier, le LOSC a perdu 2-1 à domicile face à Chelsea. La 22e minute, c'est Tammy Abraham et Tomori qui lui avaient d'ailleurs donné le ballon. 2 joueurs qui ont été appelés en équipe d'Angleterre aujourd'hui. Le LOSC va égaliser par sa pépite Osimhen à la 33e minute de jeu. Et puis, Chelsea va reprendre l'avantage à la 77e minute. Regardez cette volée magnifique de Willian, l'international brésilien qui donne la victoire donc à Chelsea, et vous le voyez, 0 points donc après les défaites face à l'Ajax et face à Chelsea pour le LOSC, dernier du groupe derrière l'Ajax et Valence. On va écouter Christophe Galtier qui ne pensait pas avoir 0 points après 2 journées de Ligue des Champions. Écoutez-le. Je ne pensais pas qu'on allait avoir 0 points au bout de 2 journées. Heureusement que je ne pensais pas ça. Mais c'est la réalité, et évidemment que maintenant pour espérer se qualifier ou espérer être reversé dans l'Europa League, et ça va se jouer sur la double confrontation contre Valence. Voilà, la victoire de l'Ajax montre que l'Ajax est vraiment au-dessus dans ce match-là. Il va y avoir Ajax-Chelsea. Si l'Ajax l'emporte et que nous avions le bonheur de l'emporter à Valence, on aurait 3 équipes à 3 points. Est-ce que cette défaite hier de Lille face à Chelsea, est-ce qu'elle est logique ou au contraire, est-ce qu'on peut avoir des regrets Elle est logique, elle est même décevante, je trouve, pour Lille. Moi, je trouve que la défaite contre l'Ajax, moi, j'avais aimé ce qu'ils avaient produit.
C'était un super match, franchement, c'était un super match. Ils tombent sur une équipe qui est meilleure qu'elle. Mais ils avaient vraiment bien joué ce qu'ils avaient à jouer. C'est-à-dire, on connaît leur partition, elle avait été bien exécutée, leur a manqué d'efficacité, comme dit Galtier, dans les deux surfaces. C'est-à-dire que Osimhen, ce jour-là, il avait à peu près tout raté, ce qui n'est pas habituel. Et Maignan n'avait pas été décisif, lui non plus. Mais je trouve que ce qu'ils avaient fait, c'était bien. Autant hier, je les ai pas trouvés bons. J'ai trouvé qu'ils avaient été rattrapés par l'événement, que tout ce qu'ils faisaient était forcé. Il n'y avait pas du tout ce qu'on connaît de Lille. C'est-à-dire, Lille, contrairement à Lyon, dont on cherche l'identité, Lille, on la connaît l'identité. On sait ce qu'ils font, on sait de la manière avec laquelle ils le font. Je trouve qu'ils ont été bien lus peut-être par Chelsea, mais qui n'est pas un gros Chelsea. Moi, hier, j'étais déçu. Je pense qu'ils ont plus de frustration sur ce match, de ne pas l'avoir bien joué, que sur le match de l'Ajax, où finalement ils ont pris du plaisir. Là, hier, moi, j'ai trouvé que l'événement était trop grand pour eux. Ça sent vraiment pas bon. Et 0 plus 0 égale la tête à Renato. Hein. Voilà. Mais ça va être compliqué pour la qualif, pour le coup. Eric Silvestro, voilà, 0 points en 2 journées. Ouais, il y a ce match, c'est à Valence en plus, je crois, le prochain, donc c'est à l'extérieur quand même si il a dit, il y aura Ajax. Valence a qu'un point. Hein. Ça peut relancer tout le monde, mais ça paraît quand même très compliqué. En même temps, c'est pas une surprise non plus. Non, Valence a même si on espérait points, que le scénario tourne bien un peu pour Lille en Ligue des Champions, quand on a vu quand même le tirage, c'est compliqué. Ça paraît logique qu'ils finissent dernier, et après, espérons qu'il y ait une belle surprise, mais ça paraît très compliqué. C'est pas fini, Estelle. Hein. Alors, 9%, c'est la part des équipes qui se sont qualifiées tout de même après avoir perdu leurs 2 premiers matchs en Ligue des Champions. Alors, c'est 8 cas sur 91 depuis la nouvelle formule en 2003-2004. Quelques exemples. Tottenham, la saison dernière, avait 0 points après 2 journées. Ils avaient perdu face au Barça et l'Inter. Ils s'étaient qualifiés, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Et puis, des exemples français. Regardez, Lyon, lors de la saison 2007-2008, avait perdu ses 2 premiers matchs. Ils se sont qualifiés à la 6e journée. C'était face aux Rangers, doublé de Benzema. Et puis, Marseille l'avait fait en 2010-2011, qualifié après la 5e journée. Ils avaient perdu les 2 premiers matchs. Ils avaient gagné à Moscou, au Spartak, et ils s'étaient qualifiés pour la suite. Donc, c'est pas fini. On y croit, on n'y croit pas alors. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Non, mais vraiment, c'est pas pour faire un effet de manche ou être peut-être le seul pour une qualif en C1 ou en... Pour une 3e place ou non, pour une qualif en c'est C1. donc t'es carrément fou. Non, j'y crois. Mais sincèrement, parce que hier, oui, effectivement, ils font un mauvais match à l'Ajax. Enfin, c'est moyen. Mais hier, c'est pas enthousiasmant. J'avais regardé Lyon. Dans la foulée, j'ai regardé Lille. Donc peut-être quand on le voit pas en direct, il y a peut-être un peu moins. On voit peut-être moins le rythme, je sais pas. Mais sincèrement, moi, je les ai pas trouvés si catastrophiques. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un groupe difficile. Hier, ils peuvent choper le nul. Gagner à Valence, ça va être compliqué. Mais ils ont du talent pour les jouer les yeux dans les yeux. Si jamais tu gagnes à Valence, je pense sincèrement que c'est jouable. C'est qui tout double? C'est qui tout double? Le projet du jour, Raphaël. Le projet du jour, on ne devait pas faire l'affiche. Vous faites comme vous voulez. Le projet, si vous voulez. Bon, allez, très rapidement. J'ai un ticket qui propose une nouvelle compétition européenne. Et oui, un modèle Coupe Davis. Vous savez, son modèle Coupe Davis, s'il voudrait, selon la radio Cadet Nasser, eh bien, changer de format pour la Super Coupe d'Europe. C'est-à-dire les champions de tous les pays sur une semaine qui s'affrontent. C'est super, c'est génial. Ça fait plus d'argent. Rappelez-moi, ça fait plus d'argent. Les champions de tous les pays. Oui, mais les champions de France, d'Italie, etc. Et puis on invite tout le monde sur une semaine. Mais non, mais excusez-moi. Vous savez qu'on fait une émission là, donc en fait. Le mieux, c'est que Vikash demande et puis qu'on y arrive. D'ailleurs, allez sur le banc. Alors, Non, vous restez, voilà, et vous expliquez à Vikash. Alors, on explique. En fait, c'est une nouvelle Super Coupe d'Europe qui normalement se joue en été, et ben là, ça se joue en été, mais avec tous les champions. Super Coupe d'Europe, c'est une finale. C'est la Super Coupe d'Europe entre le vainqueur de Ligue des Champions et Ligue Europa. Bah là, il y aura des équipes en plus avec le champion de France, le champion d'Espagne, le champion d'Allemagne, etc. La Coupe des vainqueurs de coupe. Voilà, la Coupe des vainqueurs des champions. Voilà. Il refait la Coupe des. C'est bien ou c'est pas bien? Bah non, ils ont qu'à refaire directement la Coupe des Champions et enlever la Ligue des Champions et ça serait pas mal aussi. C'est nul. Bon, bah écoutez, oui, c'est pour ça que je voulais pas le faire en fait. Direct dès le départ. Passons à la suite. Gérard Piqué nous a déjà pourri la Coupe Davis. Donc en plus, j'ai pas envie de lui faire plaisir. C'est quoi ce métier? Il fait des tournées aussi. Nous allons passer à l'affiche du jour. C'est en Ligue Europa, la Lazio de Rome reçoit le Stade Rennais. Rennes qui reste sur 6 matchs sans victoire. Julien Stéphan ne veut pas pour autant s'alarmer. Écoutez-le. Moi, j'ai pas vu une équipe dimanche bloquée du tout. Bien au contraire, dans une saison, il arrive qu'il y ait des périodes où ça tourne un petit peu moins en notre faveur. C'est le cas en ce moment, c'est vrai. Mais quand vous regardez le contenu du match de dimanche, est-ce que vous m'auriez posé cette question-là si jamais les événements avaient tourné dans notre faveur, comme ça aurait peut-être dû être le cas? Vous m'auriez pas posé cette question-là aujourd'hui. Donc, il n'y a absolument pas de blocage de notre part. Bien au contraire, même si c'est vrai qu'on n'a pas gagné depuis un petit moment, on perd pas non plus beaucoup. Donc quand dans les périodes plus difficiles on perd peu, ça veut dire aussi que l'équipe n'est pas non plus dominée, manque un tout petit peu d'efficacité et de réussite, il faut le dire aussi en ce moment. Voilà, on travaille beaucoup avec les joueurs pour faire tourner ça et je suis convaincu que ça va tourner très rapidement.
Essayer de l'emporter à Rome face à la Lazio, juste composition probable. Au milieu, on devrait retrouver Clément Grenier dans l'once de départ. Kamavinga, lui, devrait débuter sur le banc. Et puis devant, Mbaye serait associé à Hunou, qui avait marqué face à l'Olympique de Marseille. On s'inquiète pour Rennes ou pas du tout? C'est un peu décevant, non? Bah oui. Parce qu'ils ont, si ils ont été bons contre Marseille. Bah oui, mais c'est pas mal. C'est un peu décevant. En tout cas, en termes de résultats, c'est un peu décevant. Avec le démarrage qu'ils avaient fait, la victoire acquise en Coupe de France l'an dernier, la hype sur Julien Stéphan. Alors, la victoire face au PSG cette année aussi. Le bon démarrage contre un PSG qui était poussif. Moi, je les voyais sincèrement s'accrocher aux 3 premières places. Au moins après. Ils sont 8e pour l'instant. 8e après un tel démarrage. Oui, c'est fragile tout ça, c'est ça qui est... Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a un décalage entre la perception qu'on a sur ce que propose Rennes et qui a proposé des grands moments, que ce soit en Coupe d'Europe l'année dernière, la mais finale même de contre Coupe de Marseille, France. là, franchement. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de frais et d'attrayant dans cette équipe de nouveau. Mais en fait, le bilan en Ligue 1, il est faible sous Stéphan. Bah oui. Il est vraiment très très moyen. Le bilan purement comptable. L'an dernier aussi. Voilà, c'est à ça que je pensais. En fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire que il y a un décalage en fait entre les résultats en Ligue 1 et la perception qu'on a de. C'est une équipe, on a l'impression, un club même d'une manière générale, où on a l'impression qu'il se passe quelque chose et ils nous ont fait vivre de grands moments. Et voilà, mais c'est vrai que en fait, j'étais surpris de voir que son bilan était aussi faible de manière purement comptable en Ligue 1. Le patient du jour. C'est Nicolas Pepe qui connaît des débuts compliqués avec Arsenal. Alors avant le match face au Standard de Liège en Europa League, Unai Emery l'a un peu défendu. Il dit Nicolas Pepe a besoin de temps, comme beaucoup de joueurs quand ils sont arrivés ici le premier mois. La première année n'est pas facile pour eux, mais je vais travailler avec lui pour faciliter son adaptation. Je ne ressens pas la pression comme une chose négative. Je suis très soucieux d'encourager mes joueurs. Vous êtes déçu par Nicolas Pepe de ses débuts avec Arsenal, Eric? Non, bah évidemment, on attend ce qu'il fasse. Il nous a tellement fait rêver en Ligue 1 que. Mais bon, il est à peine arrivé, franchement. Il faut lui laisser un peu de temps, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, franchement, quand on voit les matchs, il se passe quelque chose dans le stade quand il touche le ballon, les gens sont en attente. Il y a un petit frisson. Donc 80 millions, oui, tu peux attendre. Oui, mais on sent bien qu'il est capable de déclencher des choses, ce joueur. Et je pense que ça va venir. Si en janvier, février, mars, c'est toujours aussi compliqué, on se posera des questions. Mais là, c'est quand même très tôt. Oui, mais on aime bien se poser des questions. La prolongation du jour. De Colin Dagba au Paris Saint-Germain, ça y est, il a enfin prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. Avec donc c'est une prolongation d'une année supplémentaire. Il décroche une nette revalorisation salariale. Revalorisation salariale. C'est pas facile à dire. Oui. Non. Oui, il a un meilleur salaire. Ouais, une augmentation, une prime. Le constat du jour. De Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Nantes est revenu sur ses débuts à l'Olympique de Marseille où il n'est pas titulaire. Écoutez-le au micro de Nicolas Chébriand. Je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est bon. Après, moi, le coach m'a donné cette opportunité de jouer et de démarrer le match. J'espère que je lui ai montré que je pouvais enchaîner les performances. Et puis on sait aussi que pour un joueur, c'est plus facile d'être performant quand on enchaîne les rencontres. Mais je pense que j'ai été patient. Je venais d'arriver, c'est normal. Le groupe vit bien, le groupe fonctionne très bien et ça aurait été complètement illogique de montrer un mécontentement parce que j'estime que l'équipe jouait très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un petit le groupe vit bien. Et ça fait plaisir. Ça manquait. Vikash, il peut s'imposer à Marseille ou pas, Valentin Rongier? Je suis pas sûr. Moi, je trouve que je l'ai vu l'autre fois jouer. Il est assez timide. Il prend pas le. Seconde période, pas mal. Ouais, je trouve que c'est compliqué. Marseille, c'est pas facile. Il faut avoir un gros caractère. Il faut pas avoir peur. Il y aura la pression, il y aura le public. Voilà comment il va résister si jamais il est sifflé, si jamais il fait des mauvais matchs. Je suis pas sûr de ça. Il y a de la concurrence aussi. Faut aller mettre le petit Lopez sur le banc. C'est pas facile, quoi. Et petite information, Strootman est suspendu demain face à Amiens. Donc a priori, il pourrait avoir un petit peu plus de temps de jeu et être titulaire demain, Valentin Rongier. La sanction du jour. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, pour son comportement lors de OM Montpellier. Alors il a écopé de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Il s'en était pris à l'arbitre de la rencontre, Amaury Delerue, qui avait expulsé Payet et Camara ce jour-là. Juste sanction, Davapadou? C'est dans les barèmes. En fait, ce qu'il faudra arriver à trouver un système qui fait qu'il y a une exception française, qui fait que les présidents descendent dans l'arène et se permettent de critiquer les arbitres. Non mais c'est vrai, tu as jamais ça, tu vois jamais en Angleterre. Un peu en Espagne quand même.
tu n'as jamais Florentino Pérez dans les couloirs qui va commencer à allumer les arbitres et tout. S'ils le font, c'est en coulisses, c'est loin des micros. Je dis pas que c'est plus défendable. Ils le font quand même. Oui, mais de manière plus maligne. Vous voulez qu'on soit plus sournois en fait. Ce qui va pas aussi, c'est que les journalistes sont sur le terrain, les journalistes sont dans les. Je veux dire, ça n'existe pas dans les autres pays. Hein. Tu vois, donc les journalistes sont pas sur le terrain. Non, mais peut-être que sont pas dans les couloirs. Il n'y a pas Laurent Paganelli qui vient faire des commentaires sur le bord du terrain. C'est quand même unique à la France. Hein. Mais pas forcément dans les couloirs. Il n'y a pas Paganello non, ça n'existe pas. Non, mais peut-être que pour créer un climat un peu plus serein, peut-être que ça tout ça, c'est quand même très étrange. Moi, je suis pas en train de dire que c'est de la faute de machin. Je trouve que la mise en scène de notre football, il y a quand même beaucoup de tard et tout. Je trouve que ça crée un climat qui est compliqué et qui date pas d'hier. Là, on parle de Héros parce que c'est le mais c'est Olas qui est aussi devant les micros à toujours prendre la parole et tout, fait une interview en bonne et due forme dans un journal, très bien, mais pas tout le temps à occuper pas sur l'arbitre surtout. Voilà, et pas sur l'arbitre. La demi du jour, Raphaël. Allez, la demi-allée de la Copa Libertadores entre Grêmio et Flamengo. Regardez, match nul, un but partout entre les deux clubs brésiliens. Bruno Henrique va ouvrir le score pour Flamengo à la 69e minute, mais le club du Grêmio Porto Alegre va égaliser à domicile par Pepe, un autre Pepe. Regardez ce but. Voilà, match nul, un but partout. Et match retour dans quelques jours donc entre le Grêmio Porto Alegre et Flamengo. Vous savez, l'autre demi-finale, on a montré les images hier, c'était un derby argentin entre Boca Juniors et River Plate. Allez, dans un instant, on revient sur la Ligue des Champions avec le baromètre, les tops et les flops de la 2e journée. On vous montre toutes les images. À tout de suite. C'est la 3e partie de l'équipe des Stèles et on revient sur la Ligue des Champions. La 2e journée a pris fin hier. Il s'est passé énormément de choses et on va débriefer tout ça dans le baromètre de la Ligue des Champions. C'est parti. Et dans le baromètre, vous connaissez le principe, il y a des tops, ce qui nous a plu, et des flops, ce qui ne nous a pas plu. Et on commence toujours avec les tops, ce qui nous a bien lors de ces 2 journées. C'est des tops. Hein. Et ce qui nous a plu vraiment en triple top. On a Gnabry, auteur d'un quadruplé face à Tottenham. Oui, alors la victoire du Bayern à Tottenham à Londres 7-2. Serge Gnabry a été énorme face au club londonien. Il a eu la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe, le 11e joueur de l'histoire à avoir eu 10 sur 10 dans le journal L'équipe. On va peut-être voir ses statistiques à Serge Gnabry. Regardez, donc on l'a dit, quadruplé. C'est simple, il a tiré 5 fois au but, 5 tirs cadrés, donc il a été ultra efficace. 83% de passes réussies. En plus, il a provoqué des fautes, 4 fautes subies donc par Serge Gnabry, l'international allemand. Il a marché sur l'eau, hein, là pour le coup, Serge Gnabry. Et est-ce que vous avez été bluffé vraiment par sa prestation, Grégory? J'étais scotché dans la télé, parce qu'en fait, les buts qu'il met en plus, c'est d'une adresse, mais c'est diabolique. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... il envoie la balle exactement là où il a envie de la mettre. C'est-à-dire que c'est comme si c'était téléguidé, c'était beau, parce que c'est pas des retournées acrobatiques ou des frappes de 35 mètres, mais tout est extrêmement fin techniquement. Et en après plus, des courses. Ouais, après des courses, il faut de la lucidité, c'est en fin de match en plus, hein, il les met pas, enfin pas le premier, mais en tout cas les 3 autres, il met plutôt en fin de match. Et puis surtout, il a un parcours où il a quand même mis 9 buts en 10 sélections. 10 sélections. Donc c'est quand même pas rien. Il a fait le choix de quitter Arsenal pour aller jouer au Werder de Brême, qui était pas tout en haut, et il est revenu au Bayern de Munich, il a réussi à s'imposer. Moi je trouve que ce gamin avait 24 ans, il est intelligent dans son parcours et à droit devant le but. Fabuleux. Et juste petite promotion, mercredi prochain on le verra Serge Gnabry sur la chaîne L'équipe, Allemagne-Argentine, match amical mercredi soir prochain. Donc Serge Gnabry vous le verrez avec la National Mannschaft sur la chaîne L'équipe face à l'Argentine, ça sera à Dortmund. On sera avec Raymond d'ailleurs, Raymond Domenech. Mais oui, je sais. Ah oui, vous êtes au courant. Je vous demande pas s'il peut être dans les 30 du Ballon d'Or, Serge Gnabry. Le Ballon d'Or c'est dans 2 mois. Je vais commencer mes questions, je vous préviens tout de suite. Tous les lancements. Pas tous, mais là quand même. Ah mais on va commencer à baigner dedans évidemment. Non, mais il sera certainement, s'il continue dans ce genre de performance, puis surtout pas en match de poule, mais certainement plutôt dans des matchs à élimination directe, s'il refait ce genre de performance. Trop tard pour cette année, élimination directe du coup. De quoi? Non, mais je parle à l'avenir, j'ai dit. T'écoutes pas, toi. Si, mais c'est pour décembre. Bon, on le met pas dans
décembre. Vous avez vu Le comment il est 21 octobre, Quel on connaîtra rageux. les 30 du Ballon d'Or coincé. sur la chaîne L'équipe 21 octobre. C'est-à-dire qu'il lui reste 3 semaines pour Je sais flamber. bien, mais, Voilà. mais là il était coincé, c'est Et juste qu'il a mais hurlé. oui, mais Faut qu'il s'il se flambe dépêche, contre hein. l'Argentine, Parce qu'il va remettre un quadruplé. Et voilà. En tout cas, il y aura Lewandowski. Parce qu'il a aussi les enchaîne. Et le Bayern, attention, costaud le Bayern. Ouais, pas mal, hein. Ils ont recruté intelligemment. Doublé de Lewandowski, il a mis combien de buts? 12 buts en 9 matchs, je crois, tout pour être confondu. Continue C'est très énorme. fort. Nous allons passer au deuxième top de ce baromètre. Et ce deuxième top, quelle équipe? C'est l'Ajax qui est vainqueur de Valence 3-0, Raphaël. Deuxième victoire en 2 matchs après celle face au LOSC dans cette Ligue des Champions pour Amsterdam. Le succès 3-0. Le but, un seul but à vous montrer, c'est celui de Ziyech à la 8e minute. Le bijou de Ziyech, magnifique, qui va lober le gardien valencien. Donc cette équipe de l'Ajax qui enchaîne avec une deuxième victoire en 2 matchs dans cette Ligue des Champions. On va compter sur eux encore cette année. C'est vrai qu'on se disait ils vont peut-être être moins bons que l'année dernière, mais finalement non. Ouais, je les attendais un petit peu au tournant parce qu'ils ont perdu un sacré joueur quand même, de Lirt et de Young pour essentiellement. Sean aussi. Voilà, ouais, au milieu effectivement, mais il y a le fond et la forme. C'est-à-dire qu'en fait, ils continuent d'avoir des bons résultats, mais surtout, ils continuent de super bien jouer au foot. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois le match de Lille, contre Lille, c'était super. Hier, gagner contre Valence comme ça, c'était à Mestalla. Donc voilà, oui, il va falloir compter sur eux. Je ne pense pas qu'ils puissent refaire demi-finale ou être candidat au titre. Quoique, avec cette équipe, allez savoir. Peut-être qu'il leur manquera ces talents un peu supérieurs dans les matchs s'ils recroisent la Juve ou des équipes de ce calibre-là. Mais franchement, de continuer à performer et puis continuer à nous enthousiasmer aussi. Franchement, c'est déjà énorme parce que bon, parfois il peut y avoir une hype et puis ça retombe parce que les lendemains sont difficiles, parce que ceux qui sont pas partis peuvent regretter de pas être partis, mais eux ils continuent de super bien jouer au foot, c'est un régal. Vikash, elle vous enchante toujours cette équipe? Ouais, puis je me demande pourquoi Ziyech et Van de Beek sont toujours. Ils ont dû résister et pas les laisser partir. Après, ils vont peut-être être pillés de nouveau au mercato. Ouais, j'ai trouvé incroyable. Ils ont perdu leur milieu de terrain et leur défenseur central, qui étaient les 3 piliers de l'équipe, et ils sont capables de se réinventer. Donc évidemment, il y a un vivier énorme, et ils ont. Bon, c'est un club qui est très fort, qui a une culture et qui a une identité tellement forte qu'ils sont capables d'enchaîner comme ça sur 2 saisons. C'est comme un lézard, tu coupes la queue, ça repousse, t'as l'impression. Bravo aux dirigeants d'avoir évité la saignée quand même. Évidemment, ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est ce qu'on imaginait un peu. Mais la saignée n'a pas eu lieu. Tu as dit, Ziyech est resté, Van de Beek est resté. Et mine de rien, il y a quand même une base qui permet sans doute encore de les voir évoluer comme ça. Parce que si Ziyech et Van de Beek étaient partis aussi, ce qui aurait pu être le cas, si vous voulez vraiment prendre que l'argent, Van de Beek, faut le récupérer. Il faut qu'un grand club le récupère. L'Ajax, c'est un grand club. On n'en a pas voulu. Oui, c'est pas faux. Il préférait Pogba. Oui, il a pas eu Pogba, il aura peut-être Van de Beek au mercato d'hiver. Le 3e top de ce baromètre, c'est Luis Suarez qui a sauvé le FC Barcelone hier. Oui, puisque l'Inter Milan menait 1-0 face au FC Barcelone, mais le sauveur, vous l'avez dit Estelle, c'est Luis Suarez qui va égaliser à la 58e minute sur un service d'Arturo Vidal. Un but partout donc à la 58e minute. Il est facile, hein, l'international uruguayen. Il va même donner la victoire à cette équipe. Le service de Messi, Luis Suarez à la conclusion. Super contrôle, la frappe enchaînée de Suarez. Regardez la une du Mundo Deportivo, du sang, de la sueur et Suarez. Est-ce qu'on est en train de retrouver le grand Suarez? Il nous avait un peu déçus la saison dernière. Tout est dit, c'est un mec qui répond sur le terrain. Et moi, rien que pour ça, c'est respect total pour ce genre de joueur. Parce que c'est vrai qu'il est quand même régulièrement pointé du doigt, soit pour le comportement, soit parce qu'il a des séries où il marque pas. Mais évidemment, il est aussi à côté de joueurs. Ça a été Neymar avant, ça a été évidemment Messi, c'est encore Messi. Là, il y a Griezmann qui arrive. On parle que des artistes, il y en a que pour les artistes dans le football. Mais des joueurs comme ça, ils sont indispensables. Vous enlevez Firmino à Liverpool, c'est un problème. Vous enlevez Kanté à Chelsea, c'est un problème. Et lui, non seulement il est besogneux, mais pour un attaquant, il a ce côté en plus rageux, qu'il a jamais rien. On va me critiquer, mais c'est pas grave, je vais aller mettre 2 buts derrière, etc. Et moi, je suis hyper admiratif de ce genre de profil. Et son état de forme n'arrange pas les affaires de Griezmann, mais ça, on en parlera dans la dernière partie de l'émission. On a parlé de ce qui allait bien, on va parler de ça ne va pas bien maintenant. Voilà, ça sent la loose, les flops de ce baromètre. Et ça sent la loose. Ah non, mais là, on est en soirée. Là, on est en bout la facette. On a top les flops. C'est qui le premier flop? Et le premier flop, eh bien, oh là là, mon Dieu. Eh bien, c'est Van Dijk qui a eu la note de 3 malgré la victoire de Liverpool. Oui, il a souffert lors de la victoire de Liverpool face à Salzbourg. Vous l'avez dit, 4-3 face au club autrichien. Regardez sur le
premier but encaissé par Liverpool. Bon, bah Wang le crochette un petit peu facilement derrière. Et il peut marquer, mais il a été en difficulté. Voilà, étrangement hier, vous l'avez dit Estelle, on va voir d'ailleurs ses statistiques. Virgil van Dijk, qui a eu la note de 3 sur 10 ce matin dans le journal L'équipe. Alors, il a quand même remporté 60% de ses duels, mais 7 ballons perdus dans des zones assez dangereuses. Il en a gratté quand même 10, voilà. Mais c'est le joueur de Liverpool d'ailleurs qui a touché le plus de ballons hier, 109 ballons touchés. On l'a rarement vu comme ça, hein, Vikash. Ouais, moi je voulais m'en charger à tout prix, parce que tout le monde l'annonce comme le futur Ballon d'Or. Enfin, c'est certain. Alors moi j'aime pas qu'on puisse imaginer un défenseur Ballon d'Or, et j'ai du mal à. Mais déjà, oui. C'est le principe. Vous êtes souvent gagnant avec ce raisonnement. Parce que... Mais oui, c'est vrai. Et puis juger le meilleur défenseur du monde à chaque fois, ça me semble très étrange aussi. Et voilà, il est pas imbattable. Je veux dire, il peut. Mais il l'était jusque là. Ouais, non, c'est faux. Mais ça se voit beaucoup quand un défenseur rate un match, alors qu'un avançant, bon, il rate 2 buts, c'est moins grave. Lui, là, vraiment, je sais pas, Messi aurait fait ça aurait fait le tour de la planète, et en mode gif. Il a été un peu ridiculisé sur ce coup-là, il est complètement perdu. Et voilà, moi ça me rassure, quoi. Ce mec est pas une machine qu'on ne peut pas passer. Parce qu'il y a un moment, c'était un peu ça, quoi. Tu peux pas résister au duel avec lui, il est trop fort. Et... T'as l'impression que depuis qu'il était passé une fois, c'est fini, hein. Tout s'est écroulé. Son monde s'est écroulé, quoi. Il est redevenu un joueur. Mais est-ce que justement, parce qu'on parlait de Ballon d'Or, est-ce qu'il n'aurait pas perdu des points là? Je pense. Oui. Je pense, parce qu'en fait, une partie au-delà de la victoire de Liverpool en Ligue des Champions, une partie du tag Van Dijk, on va appeler ça comme ça, de sa signature, c'est l'homme que personne n'a dribblé de la saison, de l'année. C'était ça la statistique qui est sortie. Et là, alors il y a eu le premier truc avec Nicolas Pepe. Alors c'est accessoire, en plus ce jour-là, Liverpool a mis une dérouillée à Arsenal et il a été très bon. Mais là, par contre, non seulement il y a ce geste là où il se fait éliminer, mais il s'engage à limite, c'est un peu la loi du genre. Mais il y a le but suivant qu'on n'a pas vu, où il y va au petit trot. Non, mais même l'attitude, elle prêtait. Et je pense que ce genre de match. Il était peut-être malade, on ne sait pas. Bah peut-être, mais je pense que les votants, ils vont pas mener une enquête pour savoir s'il avait une gastro ce jour-là. Donc je pense que ce genre d'image. C'est bien dommage. Non, mais si tu veux, où il est pris sur un truc, tu vois, c'est comme si Messi, dans un moment crucial, par exemple, il rate un penalty ou quelque chose un petit peu évident, il va perdre des points parce qu'il va perdre sur sa qualité la plus forte. Ben là, Van Dijk, il perd quelque chose sur sa plus forte qualité. Et je pense que ça entaille un petit peu son pédigré, au moins sur cette année, mais c'est le meilleur défenseur du monde pour moi. Le deuxième flop de ce baromètre, eh bien, c'est le Real Madrid, bien sûr, qui n'a pas pu faire mieux que match nul face à Bruges et qui est dernier de son groupe de Ligue des Champions. Oui, et vous remontrez les unes de la presse madrilène hier, et puis on vous montrera également aujourd'hui ce qui se dit dans les journaux. Regardez, Marca hier qui titrait, ou plutôt As qui titrait hier alarme, hein, c'est facile à traduire. Marca hier, on vous remontre. C'est bilingue, non? Là, vous êtes content, là vous soyez content que je vous le traduise. Hein. C'était encore une passoire, oui, le match de Courtois et le match du Real Madrid. Et puis la une de As aujourd'hui qui cible Courtois. Ceci n'est pas Courtois. Voilà, donc il y a un grand papier là-dessus sur ses performances qui sont, depuis le début de son arrivée au Real Madrid, pas très bonnes. Grégory Hacher, on s'inquiète pour la qualification du Real ou pas du tout? Pour la qualif, pas falloir qu'il fasse une bêtise du côté de Galatasaray. Non, mais ça ferait beaucoup, là. Non, je suis pas spécialement inquiet. Moi, j'ai surtout le sentiment qu'ils ont raté leur mercato. Qu'ils n'ont pas eu Pogba qui était... Enfin, il a fait une fixette, une obsession sur Pogba, que Hazard est arrivé hors de forme, il faut aussi le dire, parce que je veux bien qu'on l'encense régulièrement, mais quand vous arrivez, que vous signez un contrat à 100 millions d'euros, que vous êtes le joueur star, que vous avez rempli le Bernabéu et que vous avez le maillot collé au corps, quoi, ça pose un souci. J'ai quand même malgré tout le sentiment qu'ils peuvent s'en sortir dans cette poule-là. Je suis inquiet. Mais t'es inquiet, mais je me demande s'il n'y a pas une idée de vouloir absolument remporter la Liga du côté du duo Pérez-Zidane. Oui, là, ils sont l'équipe B non plus. Non, mais je vous dis pas que tout va bien. Je vous dis juste que ils ont des interrogations sur des joueurs. Ils sont quand même en tête de la Liga et pas encore éliminés en Ligue des Champions. Sauf que quand vous faites 2-2 à domicile contre Bruges et que vous êtes le Real, je suis d'accord, c'est pas très beau. Le dernier flop de ce baromètre, évidemment, vous en doutez, c'est Tottenham qui a pris 7 buts face au Bayern. Oui, exactement, et on va écouter tout de suite Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs. C'était juste après la débâcle. Écoutez-le. Après le match, c'est difficile de parler maintenant. Je n'ai rien dit aux joueurs. C'est plus le moment de rester ensemble. Comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas parler tout de suite dès la fin de ce match. C'est une situation où nous devons d'abord être calmes pour en parler plus tard, demain, mais pas aujourd'hui. Nous savons tous ce que nous ressentons, nous sommes tous très déçus,
Bien sûr que les sentiments ne sont pas bons, mais c'est le moment de rester calme et de ne pas faire d'erreur. Now it's a moment to be calm and not make a mistake. Enfin, rester calme, c'est compliqué parce qu'on rappelle aussi que Tottenham n'est que 6e de la Première Ligue. Est-ce que Pochettino est en danger déjà ? En tout cas, son nom circule maintenant chez les bookmakers pour être un des premiers à sauter. Ce qui est fou, surprise, hein. qui est fou parce qu'on parle du finaliste de la Ligue des Champions qui a fait le parcours incroyable qu'on a vu. Pochettino était quasiment un des 2 ou 3 entraîneurs les plus demandés du monde au sortir. Real, ouais, exactement. Il y avait tout le monde, même la Juve s'était positionnée sur lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qui filtrait. C'est un entraîneur très coté. Et là, c'est vrai qu'en fait, la mayonnaise reprend pas. Et c'est sur fond aussi de bisbilles avec les propriétaires, avec les supporters. La mayonnaise avec les nouvelles recrues prend pas tout à fait. Il y a des joueurs mécontents comme Eriksen qui ont fait un peu les beaux jours et qui sont qui aussi voulaient mécontents. partir, surtout. Voilà, qui voulaient partir et qui sont mécontents là un petit peu de leur situation. Bref, cette espèce de chimie qui fait que Tottenham de toute façon n'était pas une équipe qui avait une marge comme Manchester City ou des choses comme ça. Si tout n'est pas aligné, ils peuvent le payer et en ce moment ils sont en train de le payer et contre le Bayern l'ont payé dans les grandes largeurs. Messieurs, on l'a dit, le top de ce baromètre, le triple top, c'était Serge Gnabry. Il a marqué 4 buts en Ligue des Champions, un quadruplé. Sachez que 17 joueurs au total ont réussi cette performance et je vais vous demander de me retrouver. Ces 17 joueurs qui ont marqué un quadruplé en Ligue des Champions. C'est parti, c'est le jeu du survivant. Je vais y aller là. Alors c'est assez simple, hein, la règle vous la connaissez, si vous me donnez le nom de l'un de ces 17 joueurs à avoir marqué un quadruplé en Ligue des Champions, vous restez en vie. Si vous n'arrivez pas à me donner un nom, eh bien vous mourrez. Voilà, tout simplement. Et vous êtes éliminé. Bon, vous êtes éliminé quoi. Ah oui. Allez, on va commencer. Greg Hacher, tiens. Bonsoir. Allez, Shevchenko. Eh ben Shevchenko, ça marche. C'était en 2005 face à Fenerbahçe. Voilà, j'ai tout donné. Belabadou. Messi, on va assurer. Hein. Eh ben écoutez, Messi, oui bien sûr. Eh ben c'était en 2010 face à Arsenal. On l'a pas dit. Il y avait eu Lewandowski. Lewandowski, oui. Là, moi. 2013, Dortmund, Real Madrid, Raphaël Sebaoun. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ça marche. 2015, Si Messi l'a Real fait, Malmö. je peux le faire. Eric Silvestro. Dado Percho. Ouais. Bien joué. Monaco la Corogne, évidemment. 2003. Van Nistelrooy. Bien joué, Vikash. Manchester United, Sparta Prague en 2004. Et ça revient vers vous, Greg Hacher. Pour l'instant, c'est un sans faute. oui. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais. Ouais, mais là, vous pouvez tout ce que vous voulez, Pourquoi mais Van Nistelrooy ça va être. Qui c'est qui peut y avoir? Perso, t'es fort. Moi, j'avais Lewandowski. C'est le match. Réfléchissez. Ouais. Raoul. Raoul. Mon cousin Raoul. Mais non. Van Basten. Marco Van Basten, 1992. Face à Göteborg. Quelle mémoire. Machine. Zlatan contre Anderlecht. Zlatan Ibrahimovic, bien. ouais, exactement. À vous, Raphaël. Ça peut être des vieux joueurs. Bah, c'est depuis 92. Depuis 92. Ah oui, donc Depuis la Ligue des Champions. 92. Ah, j'aurais dû. Réfléchissez. Raoul, Je suis ça. assez- Ça l'aide pas, hein. Mandzukic. Non, Bien réfléchi. vous n'avez pas réfléchi. Vous ne m'écoutez pas. Vous êtes éliminé, Raphaël. Bah oui, Il y avait j'ai un réfléchi. livre, Alors, comment ça, on t'est éliminé, mais tu te fais engueuler en Et plus. tenter la passe de 3 pour les Van Persie. Van Persie, non. Vikash. Réfléchissez. C'est-à-dire quoi réfléchissez? Ça, vous allez comprendre. Ah d'accord. Il a joué avec lui? Thierry Henry. Merde. Vous êtes éliminé. Ah non, je suis déjà éliminé, moi. C'est vrai. Dave. Réfléchissez. Ah bah là, ça veut dire qu'il y a un. Il y a un évident. Mec, il y a un Bah oui, il y a évident. l'évidence. Bah quoi, il y en a une? Réfléchis. Ah oui, j'en ai un moi. Ça y est. Oui. Roy Mackay. On a tenté tous les Néerlandais. Bah oui. Tout ce qui était sexe. non? Bah oui, Serge Gnabry. Ah bah oui. Ah bah Bah oui, enfin. Merde. Ah, j'ai compris Henri Abri, Ah oui, moi. oui, oui. On peut rejouer là, non? Bah non, vous pouvez plus jouer. On a tous perdu. Reste qui? On a tous perdu. Ouais, vous avez tous perdu. Vous J'ai voulez gagné grâce refaire à un Diago. tour? On fait un tour, ouais. On fait un petit tour. Bon, Flo a gagné. Alors, non, il faut valider votre victoire d'abord. Ah oui. Il vient de le faire, le pauvre. Non. Non. Raoul, c'est comme valider ou comme vous me parlez à valider moi. C'est rien moi qui C'est un bon jeu. C'est comment il est en perdition. Allez, merci. Ouais. Je sais pas. Bon, on va dire que vous avez gagné. Ronaldo? Pas de validation. Ronaldo, c'est déjà fait. Non mais l'autre. Non, l'autre. Oui, Ronaldo mais ça marche pas non plus. Bon, vous avez pas gagné. Pardon, ok. Allez, on refait un petit tour. Est-ce que je vous donne des indices ou pas? Je vais tenter Van Persie. Non, il a déjà été dit. Si, Je vais tenter Neymar. Alors, je vais vous faire deviner. D'abord, Oui. un Français. Un Français. Ouais. Ben. C'était. Alors, je vous donne la date. C'était un Français
contre Zagreb en 2011. Gomis. Bafetim Bigovic. Ok. Un Allemand pour vous, Eric Silvestro. Un Allemand. Il joue au Bayern. C'était contre Bâle en 2012. Au Bayern. Thomas Müller. Müller. Klose. Non. Thomas Müller. Non. Non. 2002. Ouais, un héros de jeunesse. Elbert. Mario Gomez, bien joué. Ah oui, Gomez. Vikash. Raoul. Attendez, mais non, vous l'avez déjà J'ai été dit. viré sur ça. Oublie. Vikash, je vais vous faire un Brésilien du Shakhtar. Mais c'est peut-être un peu dur, Ah, si. Non. Ouais, Ah, comment non. il s'appelle là? Ouais. Celui qui a joué à Monaco. Après. Il joue au Shakhtar. 2014. Il a le nom d'un. Ah, Hulk. Non. Non, non, non. il joue à Il y en a un qui a joué à Monaco après. Non, mais au départ, il a le même prénom que Gustavo. Louise. Ah, Luis Adriano. Luis Adriano, bien joué. On a également un joueur de Fenerbahçe en 2008 contre Budapest. C'est impeccable. C'est un peu plus dur. Ouais, Budapest. non, Il est C'est Missen Turc. Ah, c'est Missen. Bon, il fallait le trouver. Puis là, c'est- Alors, un Italien qui a joué à la Lazio, énorme, de 2000. Inzaghi, Simone. Inzaghi face à Marseille. Simone Inzaghi. C'est vrai, ça, oui. Un Portugais, Porto. C'était alors en 2001. C'était Porto contre Bariton. Oula. Alors, 4 lettres. je pouvais pas y aller Deco ce soir-là. Non. Commence par un P. Pépé. C'est Peña. Peña. Ah oui, super. Ils sont pas faciles. Le copain d'attaque de Shevchenko. Et c'était toujours contre Bariton. Rebrov. Voilà, Rebrov. Et il en manque un. Bon, vous le trouverez jamais. C'est un Polonais. Polonais. 2004. Contre le WIT Georgia. Il jouait avec qui? Il jouait au Wisla Cracovie. Wisla Cracovie. Mais là, vous n'avez pas les droits. Thomas. Non, mais là, vous n'avez pas les droits, vous donnez les noms PES. Thomas Frankowski. Oh, c'est quand même facile, c'est fou ça. Bon, on peut le dire, vous avez été nul ici. C'était dur. Vous avez été très mauvais. C'est pas grave. Bon, dans un instant, on parle d'Antoine Griezmann. Ça va pas fort pour l'attaquant des Bleus, même si Barcelone a gagné hier. Antoine Griezmann n'a pas marqué. Il a été un petit peu critiqué. On va se demander s'il faut s'inquiéter pour Antoine Griezmann. À tout de suite. Florent Torchu, mais avant cela, le gros événement ce week-end sur la chaîne L'équipe, évidemment, vous le savez, c'est le championnat du monde d'Estelle Mosley qui défendra sa ceinture face à l'Argentine Anna Romina Guipacciani. Estelle qui s'est préparée aux États-Unis pour ce match. Écoutez. J'avais l'envie de consacrer toute ma préparation aux États-Unis. C'est chose faite. On suit un programme d'entraînement très précis. On sait avec l'expérience qu'il porte ses fruits. On est certain de pouvoir la faire progresser. Pour aller chercher une nouvelle victoire après ce premier titre mondial IBO, et, il me faut encore autre chose et je pense le trouver aux États-Unis avec ces entraîneurs expérimentés. Je vous donne rendez-vous le 5 octobre pour la défense de mon titre mondial IBO. Voilà, samedi 21h sur la chaîne L'équipe. On va revenir au football avec un joueur en difficulté en ce moment et c'est Antoine Griezmann. Hier, le Barça a gagné, mais Antoine Griezmann n'a pas marqué et a été plutôt critiqué, Raphaël. Oui, il s'est procuré tout de même une occasion à la 61e minute. Il oublie peut-être l'un de ses partenaires. Regarde, il est décalé par Messi sur le côté gauche. Il choisit la frappe alors que peut-être s'il y avait l'appel de Suarez dans la profondeur, même si l'angle était quand même bien fermé. Et il est sorti très rapidement hier. Regardez Antoine Griezmann à la 66e minute. Pas ravi de sortir Grisou dans cette rencontre. Alors faut-il s'inquiéter pour Antoine Griezmann? Montrez-moi vos réponses. Flo Gazan, si même au Barça il n'est pas là à la table de Messi, c'est inquiétant. Je suis inquiet depuis le début pour Dave Apadou. Oui, plein de petits oui. Pour Greg Hacher, oui. Vikash Dorasso, non. Car se mettre au service de Messi ne lui posera pas de soucis. Et non pour Raphaël Sebaoun. Vous êtes inquiet depuis le début, Dave? Je l'ai dit, je l'ai souvent dit. Barcelone est un club particulier, très particulier. Où des grands joueurs sont passés sans réussir à s'imposer pour tout un tas de raisons. Et des joueurs qui étaient très très forts. Zlatan a eu des soucis là-bas. Coutinho a eu des soucis là-bas. Eto'o a fini par en avoir après l'émergence de Messi. Lucas Digne. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est une chimie compliquée. C'est-à-dire que c'est un club qui est très particulier avec des consignes de jeu très particulières. Souvenez-vous Thierry Henry. Je dis aussi Thierry Henry, ça a été compliqué aussi. Et
encore plus avec la présence de Messi, qui évidemment phagocyte tout et c'est normal. Donc voilà, et je dis que mine de rien, Griezmann s'est très bien exprimé dans des clubs où il avait les clés. C'est-à-dire qu'à l'Atlético de Madrid, c'était le patron. Je ne dis pas qu'on lui a donné, que c'est tombé du ciel, il est allé gagner. Mais le fait est que c'était lui le patron technique. En équipe de France, c'est lui le patron technique. Là, il est obligé presque de se positionner, de calculer presque ses déplacements et son positionnement par rapport à l'impératif Messi, ce qui est un petit peu normal. Et je pense que ça, c'est un problème pour lui, parce qu'on sait qu'il aime bien être libre et tout. Et on voit bien qu'en plus, humainement, c'est fou. J'ai rarement vu quand même... alors, c'est des professionnels de la langue de bois, particulièrement Messi. Quand Messi dit « je le connais pas, on ne sait pas parler », c'est terrible. Alors qu'il aurait pu botter en touche, ils ont 10 lignes techniques et dire voilà, on apprendra à se connaître avec le temps et tout. Alors qu'il sait qu'il y a un peu le feu, il sait qu'il y a des sous-entendus sur le fait qu'il n'est pas très ravi que Griezmann soit là. Ils lui en veulent pour l'année précédente. Voilà, je trouve que tout ça mis bout à bout, c'est inquiétant. Alors, on va rejoindre tout de suite notre correspondant à Barcelone, Florent Torchu. Merci Florent d'être avec nous. Vous étiez au match hier. Florent, concrètement, est-ce qu'il y a un problème, Antoine Griezmann, au Barça actuellement ? Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Écoutez, j'entendais les mots de Dave à l'instant. C'est vrai qu'en fait, Antoine Griezmann a eu l'habitude jusqu'à présent d'être toujours un petit peu la star de l'équipe à la Real Sociedad. Très vite, il s'est imposé comme le maître à jouer. À l'Atlético Madrid, il a eu des premiers mois également difficiles, mais l'équipe jouait pour lui. Là, il se retrouve dans un nouveau cas de figure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande star qui est Lionel Messi. Il y a aussi Luis Suarez, qui est le propriétaire, entre guillemets, de l'axe de l'attaque. Donc, il doit s'adapter. Voilà. Il a été posé la question avant-hier à Ernesto Valverde, le coach barcelonais. Pourquoi est-ce qu'il s'obstinait à le faire jouer Antoine Griezmann à gauche ? Évidemment, il a un petit peu botté en touche en disant que pour lui, c'était le poste qui lui convenait le mieux. Mais il est évident qu'effectivement, il est cantonné à ce côté-là, puisque les autres postes de l'attaque sont pris, que ce soit dans l'axe ou à droite. Hier, on l'a vu un petit peu plus dézonné, peut-être que lors des matchs précédents, venir chercher les ballons dans l'axe, etc. Mais la connexion, effectivement, avec Suarez et Messi, elle n'est pas encore très évidente. Il y a eu 5 ballons échangés seulement hier entre Griezmann et Messi. Merci beaucoup Florent Torchu d'avoir été avec nous. Raphaël. Juste pour rebondir sur ce que disait Florent sur la connexion et sur les ballons échangés, on a été un petit peu plus loin. Regardez sur les échanges de passes face à l'Inter entre les trois garçons et eh bien vous voyez que Messi et Suarez se connaissent parfaitement. Par exemple, Messi a trouvé 10 fois Luis Suarez alors que Messi allait très peu chercher Antoine Griezmann et l'inverse également Suarez. Donc il y a une vraie connexion aujourd'hui, le duo Messi-Suarez, mais aujourd'hui il n'y a pas de connexion avec les autres joueurs concernant Griezmann. Il n'aime pas tous les Uruguayens, Messi apparemment. Vikash, est-ce qu'on peut s'attendre à une saison galère pour Antoine Griezmann ou est-ce qu'il va s'imposer à votre avis ? Je lui souhaite pas. Est-ce que s'imposer pour lui, c'est marquer des buts, faire des passes ? Parce que oui, c'est ça le problème. Parce que se mettre au service en équipe de France ou à l'Atlético, c'est aussi il met des buts. C'est un mec qui a besoin de courir, besoin de se dépenser, de défendre. Si c'est se mettre au service du Barcelone, mais pendant que l'autre brille, il va se faire attaquer, il va se faire fracasser parce qu'il marque pas ou il fait pas de but. Et puis moi je pensais peut-être que Suarez allait un peu baisser. Oui. Tout le monde. Et là, on se disait, hop, il allait récupérer l'axe ou peut-être et puis en fait non, hier l'autre il vient de planter 2 buts. Oui. Il vient de casser un peu le délire et voilà, il reprend position parce que Suarez c'est ça. Hein. Suarez, il va pas mourir, il va pas se laisser faire. Il va marquer des buts régulièrement. Il va pas laisser cette place. Et Griezmann, ça va être compliqué de le repositionner dans l'axe parce que si on le repositionne dans l'axe, il va venir manger l'espace de Messi. Ça risque d'être compliqué. On peut se dire que ça peut être le nouveau Coutinho finalement, Antoine Griezmann. C'est un peu tôt. Je lui souhaite pas, parce que vraiment la mise au banc pour le coup, BAN et BANC, elle était complète. Mais le truc c'est que Griezmann, il n'y a rien qui va en fait dans cette histoire-là. Déjà, ça commence il y a 1 an, vous l'avez rappelé, avec ce faux départ. Et puis il y a ensuite cette arrivée où ça part aussi en justice pour savoir si c'est le bon prix avec cette clause. Il y a les non-déclarations de Messi, celle de Suarez. Il y a Neymar. Il y a faire Neymar pendant 2 mois où ils disent mais pourquoi tu prends Griezmann ? En gros c'est ça, hein. Pourquoi tu prends Griezmann alors qu'on veut Neymar ? Parce qu'il faut quand même dire les choses, c'était exactement ça en République des joueurs au FC Barcelone. Et puis il y a la déclaration de Griezmann qui dit faut aider Dembélé alors que visiblement les autres n'ont pas spécialement envie d'aider Dembélé. Et la déclaration d'hier où il dit oui c'est vrai qu'on apprend, on se connaît pas bien. Même Griezmann fait pas le béni oui en disant non mais ça ira mieux. Même lui dit ouais non c'est vrai c'est pas. Enfin, il parle pas. On lit entre les lignes, il dit il parle pas trop. Alors là je vous rappelle un historique et on est que le 3 octobre.
Malgré son talent, je pense que ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est pas aussi à Valverde, à un moment, l'entraîneur, de trancher et lui donner peut-être plus de liberté, quoi? Moi, je pense qu'on est très très négatif et bon, forcément, pour l'instant, ça marche pas super bien. Mais déjà, dans les échanges de passes, il y a eu que 5 passes entre Messi et Griezmann hier, mais moi, je les ai vus beaucoup se chercher et ne pas se trouver. Pour le coup, il y a eu beaucoup de passes interceptées qui, du coup, ne sont pas comptabilisées. Mais c'est pas Messi n'a jamais voulu donner le ballon à Griezmann et l'inverse aussi. Donc déjà, il en faisait exprès, Messi. Il faut se trouver. S'il veut réussir une passe, il fait exprès. N'insulte plus jamais Lionel Messi sur ce plateau. Pareil avec Suarez. Suarez a trouvé 4 fois Messi, mais il a trouvé 3 fois Griezmann. On peut pas dire qu'il y a une différence énorme entre le. Enfin, Messi a trouvé 10 fois Suarez. Oui, là, il y a une différence. Bon, il faut lire toutes les stats. Il n'y a pas que Messi. Mais dites donc, vous n'allez pas le reprendre son métier. Et dernière chose, pour moi, la chance de Griezmann, c'est encore une fois, contrairement aux attaquants que tu as cités, les Eto'o, les Ibra, les Henry, il n'a pas l'ego de ces gens-là. Il ne veut pas forcément être la star, le leader. Ils sont avec tu crois ça? Oui, je pense pas. En tout cas, il ne l'affiche pas. Ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il veut pas. Oui, mais donc il saura quelque part se mettre entre guillemets mettre de l'eau dans l'ombre de Messi et au service de Messi, comme il le fait d'ailleurs. Regarde avec quand il a fallu marquer son territoire avec Mbappé en équipe de France, il l'a fait. Mais regarde, avec Mbappé de penalty, c'est pas toi. Avec Mbappé, il le laisse quand même prendre la lumière. Et on le sait que de toute façon, il n'aime pas spécialement ça, même si au fond de lui, c'est un champion, il a envie d'exister. Mais je pense que ça peut quand même marcher. Et Suarez, pour moi, c'est complémentaire de Griezmann et Messi. Donc s'il lui laisse un peu plus de liberté, et c'était un peu le cas hier, il n'était pas cantonné au côté gauche, je pense quand même qu'il faut attendre avant de juger trop hâtivement. Bon, en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Le temps a passé tel jour, c'est absolument incroyable. On terminera ce débat peut-être demain avec Grégory Hacher à cette même place. Alors je vous le dis tout de suite, non. Mais vous savez quoi, vous ferez bien. J'attendais ce petit mouvement. Demain, je prépare la folle équipe. Voilà. Eh ben oui. Demain, sachez qu'il y aura une grosse interview de Michel Platini dans l'équipe papier, bien sûr, donc à retrouver en kiosque à partir de demain matin. Grégory en parlera certainement dans l'équipe d'Estelle, donc demain soir. Tout de suite, c'est l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Et donc demain, Greg Hacher, 17h30, l'équipe d'Estelle. Salut à tous.